Avant que les rues de Paris ne se remplissent de barricades, avant que le son des guillotines ne résonne comme un hymne de terreur et avant qu'un jeune général corse nommé Napoléon Bonaparte ne transforme l'Europe en un vaste échiquier de guerre, la France vivait dans un équilibre à la fois solide en apparence et fragile en profondeur. Au XVIIIe siècle, ce pays était l'une des nations les plus puissantes et les plus riches du monde, un symbole de luxe et de raffinement culturel. Cependant, sous la surface dorée de la monarchie absolue de Louis XVI, grondait un mécontentement profond. C'était un monde où l'éclat de la cour de Versailles masquait la misère des paysans et où l'élégance des salons aristocratiques contrastait avec la faim qui rongeait les villages. La France de cette époque était rigoureusement divisée en 3 ordres sociaux connus sous le nom de 3 États. Le premier État était composé du clergé, une classe puissante qui détenait d'immenses privilèges, possédait de vastes terres et était exemptée de la plupart des impôts. Le second État regroupait la noblesse, des propriétaires de titres héréditaires qui contrôlaient de grandes propriétés, influençaient l'armée et dominaient les charges les plus importantes à la cour et au gouvernement. Enfin, le tiers État représentait l'écrasante majorité de la population. Paysans, travailleurs urbains, artisans, commerçants et une bourgeoisie en pleine expansion. Cette division n'était pas seulement sociale, mais aussi économique et juridique, creusant un fossé profond entre ceux qui jouissaient de privilèges et ceux qui portèrent le poids de la nation. Sur le plan économique, le XVIIIe siècle fut marqué par des contrastes extrêmes. La France était un centre de production agricole vaste et fertile, mais la mauvaise gestion des récoltes, les impôts élevés et l'absence de réformes empêchaient la prospérité du monde rural. La famine était récurrente, et les années de mauvaises récoltes se transformaient en véritables catastrophes. Pendant ce temps, les villes se développaient, stimulées par les activités commerciales et artisanales, notamment Paris, qui devenait un centre intellectuel et culturel dynamique. Cependant, cette prospérité urbaine ne suffisait pas à dissimuler les inégalités criantes. Rues insalubres, logements surpeuplés et populations souffrant de cherté et de chômage coexistaient avec les hôtels particuliers luxueux et les bals aristocratiques. Sur le plan culturel, la France du XVIIIe siècle était un phare pour toute l'Europe. Les philosophes, écrivains et savants français dominaient la scène intellectuelle, et Paris était considéré comme la capitale des Lumières. Dans les salons des élites circulèrent des noms comme Voltaire, Rousseau, Montesquieu et Diderot, porteurs d'idées audacieuses sur la liberté, l'égalité, la raison et les droits naturels. Ces penseurs posèrent des questions dangereuses pour l'ordre établi, affirmant que le pouvoir du roi devait être limité et que tous les hommes étaient égaux par nature. Les encyclopédies devenaient des armes silencieuses contre l'ignorance, et la philosophie des Lumières s'infiltrait peu à peu dans les esprits des classes instruites, devenant la graine d'un bouleversement majeur. La religion occupait aussi une place déterminante. L'Église catholique n'était pas seulement une institution spirituelle, mais également une force politique et économique. Elle contrôlait des terres, percevait la dîme et intervenait dans les affaires de l'État. Pour de nombreux paysans, la religion constituait un refuge face à la faim et aux difficultés. Mais pour la bourgeoisie émergente et pour les penseurs éclairés, la proximité du clergé avec le pouvoir royal devenait un symbole d'injustice et de retard. Ce mécontentement silencieux préparait le terrain à une rupture sans précédent. Politiquement, la France vivait sous un système de monarchie absolue. Louis VI, bien qu'animé d'intentions modérées, régnait depuis un palais de luxe, entouré de courtisans vivant des impôts versés par le peuple. Le système excluait toute participation populaire aux décisions, et les finances du royaume étaient dans un état critique à cause de décennies de guerres coûteuses, parmi lesquelles la guerre de 7 ans et le soutien à l'indépendance des 13 colonies en Amérique du Nord. Chaque année, la dette augmentait, et les tentatives de réforme fiscale échouaient face au refus de la noblesse et du clergé d'abandonner leurs privilèges. Ce contexte est essentiel pour comprendre pourquoi la Révolution française ne fut pas un accident isolé, mais bien l'explosion d'un chaudron de problèmes accumulés. En parcourant les ruelles étroites de Paris, on voyait un peuple épuisé, affamé et désespéré, côtoyant l'ostentation d'une aristocratie semblant vivre dans un autre monde. La France ressemblait à un baril de poudre prêt à s'embraser, et les idées diffusées dans les livres et les pamphlets étaient des étincelles qui s'approchaient lentement de ce baril. La culture, la politique et l'économie s'entremêlaient dans un enchevêtrement complexe.
Un royaume riche mais au bord de la faillite. Un peuple nourri d'idées nouvelles mais privé de voix. Une société d'ordre fondée sur les privilèges mais minée par des tensions croissantes. Tout cela composait le paysage de la France pré-révolutionnaire, un décor à la fois grandiose et décadent qui allait être balayé en quelques années par la force d'une révolution destinée à changer pour toujours l'histoire du monde. Au cœur du XVIIIe siècle, un mouvement intellectuel balayait l'Europe avec la force d'un vent irrésistible. On l'appelait les Lumières, et son essence reposait sur une conviction unique, celle que la raison humaine était capable de comprendre et de transformer le monde. Pour la France, ce mouvement n'apporta pas seulement de nouvelles idées, mais il posa aussi les fondations d'un séisme social et politique imminent. Les philosophes éclairés, avec leurs mots acérés et leurs pensées révolutionnaires, semaient des graines qui fleuriraient dans des pamphlets, des livres et finalement dans des cris de liberté dans les rues de Paris. Les Lumières constituaient un mouvement pluriel, mais tous ces penseurs partageaient une même critique du vieil ordre et de l'ancien régime. Voltaire, figure emblématique de cette époque, était une voix implacable contre le fanatisme religieux et l'intolérance. Il dénonçait l'alliance de l'Église et de l'État, prônait la liberté d'expression et attaquait les privilèges de quelques-uns au détriment de la majorité. À ses côtés, Montesquieu défendait la séparation des pouvoirs, partant du principe qu'aucun gouvernement ne devait être absolu, car le pouvoir concentré en une seule main corrompt toujours. Rousseau, pour sa part, proposait une vision encore plus audacieuse, affirmant que la véritable souveraineté résidait dans le peuple et que le contrat social devait être établi pour garantir l'égalité et la participation. Ces penseurs et d'autres encore devinrent les architectes d'une nouvelle manière de penser, en opposition directe à l'ordre ancien. L'environnement culturel de la France facilitait la diffusion de ces idées. Les salons aristocratiques, autrefois réservés à la musique et aux conversations mondaines, se transformèrent en centres de débat. Hommes et femmes d'esprit ouvert s'y réunissaient pour discuter de philosophie, de politique et de science. Des encyclopédies, comme l'œuvre monumentale organisée par Denis Diderot et Jean Le Rond d'Alembert, furent créées pour compiler tout le savoir humain, démocratisant l'accès aux idées et remettant en cause la domination de l'Église sur la connaissance. Chaque article, chaque volume publié représentait un coup silencieux porté à l'ignorance et à l'autorité incontestée du roi et du clergé. Ces nouvelles idées atteignaient les mains des bourgeois, des avocats, des journalistes et des enseignants, façonnant une génération qui n'acceptait plus passivement l'injustice. La philosophie des Lumières proclamait la liberté individuelle, l'égalité devant la loi et le droit de propriété comme des fondements naturels de l'être humain. Ces principes, jusque-là confinés aux livres et aux débats, se transformaient en une force invisible qui circulait dans les rues, s'exprimant à travers affiches, pamphlets et voix indignées d'un peuple lassé d'être exploité. Mais les Lumières ne se limitaient pas à la théorie. Elles influencèrent aussi des pratiques politiques et des mouvements à travers le monde. L'exemple le plus marquant pour les Français fut l'indépendance des 13 colonies en Amérique du Nord. Lorsque les colons, inspirés par les mêmes idéaux de liberté et d'autodétermination, réussirent à vaincre l'armée britannique et à fonder un pays reposant sur des principes républicains, l'élite intellectuelle française comprit que les idées des Lumières pouvaient devenir une réalité concrète. La Révolution américaine servit de miroir à la France. Elle prouva qu'il était possible d'abattre un système de privilèges et de bâtir une nation plus juste. Cependant, ces idées, aussi nobles et inspirantes qu'elles paraissaient dans les salons et les livres, étaient aussi dangereuses. Elles étaient comme des braises lancées sur un champ desséché, en contestant les privilèges du clergé et de la noblesse, en remettant en cause le pouvoir absolu du roi et en affirmant que chaque être humain possède des droits inaliénables. Les philosophes des Lumières sapaient les fondations qui soutenaient le royaume français. Cette nouvelle manière de penser accentuait encore davantage le contraste entre la réalité du peuple et les idéaux désormais largement discutés. Et plus l'injustice et l'oppression devenaient visibles, plus le désir de changement grandissait. Les idées des Lumières furent donc bien plus qu'une mode intellectuelle. Elles constituèrent un combustible invisible alimentant les cœurs et les esprits des révolutionnaires. Lorsque la crise économique atteignit des niveaux insoutenables et que la faim devint la compagne permanente des classes populaires, ces idées offrirent un guide et une justification à l'insurrection. Liberté, égalité et fraternité, trois mots simples mais puissants, devinrent le cri de guerre qui résonnerait dans les rues. Avec les Lumières,
la France ne pouvait plus revenir en arrière. À partir de ce moment, la pensée avait changé, et l'histoire marchait inévitablement vers une explosion. Ce contexte intellectuel fut comme une mèche lente et constante, préparant tout un peuple à un avenir qui allait bouleverser l'ordre du monde. Tandis que les rois croyaient encore gouverner par droit divin, tandis que la noblesse festoyait dans ses palais, dans les bibliothèques et les cafés de Paris, grandissait une révolution invisible. Les Lumières avaient allumé la flamme qui, bientôt, embraserait non seulement la France, mais toute l'Europe. À mesure que le XVIIIe siècle avançait, la France se retrouvait prise au piège d'un enchevêtrement de difficultés financières qui, peu à peu, rongeait les bases de sa monarchie absolue. Derrière l'élégance des salons de Versailles et le faste éclatant de la cour, se cachait un État qui saignait sous le poids des dettes, et chaque année ce fardeau devenait plus insupportable. Il ne s'agissait pas seulement de chiffres et de coffres vides, mais d'une crise qui atteignait l'essence même de la vie de millions de Français, de plus en plus convaincus d'être oubliés, exploités et affamés, tandis que la promesse d'un avenir meilleur s'éloignait à mesure que le prix du pain montait et que l'inquiétude gagnait les foyers des campagnes et des villes, transformant le malaise économique en angoisse quotidienne et la désespérance silencieuse en colère latente. Les raisons de cet effondrement s'accumulaient comme des strates d'un désastre annoncé. Pendant des décennies, la France s'était engagée dans des guerres longues et coûteuses. La guerre de 7 ans avait asséché le trésor royal, puis la décision de soutenir l'indépendance des 13 colonies en Amérique du Nord, motivée par la rivalité avec l'Angleterre, avait coûté des sommes astronomiques au trésor français. Ces conflits n'avaient pas apporté la prospérité, mais une dette gigantesque devenue presque impossible à rembourser. Tandis que le peuple avait faim, le gouvernement continuait de dépenser comme si les ressources étaient inépuisables, aggravant le décalage entre l'ostentation de la cour et l'épuisement d'un pays aux caisses vides, où le moindre déficit se traduisait en privation concrète pour ceux qui travaillaient la terre et battaient le pavé des faubourgs. À cette hémorragie s'ajoutait une structure fiscale fondamentalement injuste. Ceux qui possédaient le plus, le clergé et la noblesse, payaient peu ou presque rien. Tout le poids de l'impôt retombait sur le tiers-État, formé en majorité de paysans pauvres et de travailleurs des villes. Ces hommes et ces femmes, déjà écrasés par les mauvaises récoltes, se voyaient contraints d'abandonner une part de ce qu'ils produisaient à peine, afin de soutenir une aristocratie vivant dans l'abondance. L'inégalité devenait de plus en plus visible et insupportable. Ceux qui ne possédaient rien payaient tout. Ceux qui possédaient tout ne payaient presque rien. Et cette évidence, répétée de ferme en atelier, se transformait en une vérité brûlante qui alimentait la rancœur et préparait les esprits à la contestation. Les mauvaises récoltes des années précédant la Révolution aggravèrent la crise. Les hivers rigoureux détruisirent des moissons entières, et le prix du pain, nourriture essentielle du peuple, s'envola à des niveaux intolérables. Pour les familles paysannes et pour les pauvres des villes, acheter un morceau de pain devint un défi quotidien. La faim se mit à parcourir les rues comme une ombre silencieuse, affaiblissant les corps et attisant le ressentiment. Il ne s'agissait plus de colonnes comptables, mais de vies brisées, des enfants qui pleurèrent de faim, des mères épuisées qui réduisaient leurs propres rations, des travailleurs qui n'avaient plus la force de poursuivre la tâche, tandis que les rumeurs de disette, de spéculation et de corruption circulaient de marché en marché, transformant chaque fournée rare en scène de tension. À cette détresse s'ajoutait la distance de la monarchie. Le palais de Versailles, avec sa pompe et ses banquets, semblait un autre monde, étranger à la réalité vécue par la majorité. Louis XVI n'était pas un souverain cruel, mais indécis, incapable de mesurer la profondeur de la crise qui rongeait son royaume. Sa femme, Marie-Antoinette, devint la cible d'une haine croissante, symbole perçu du gaspillage et de la frivolité. La phrase que l'histoire lui attribue « S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche », bien que probablement apocryphe, traduisait la perception populaire. Une reine aveugle au mal qui se répandait dans les rues de Paris, image d'une cour coupée des souffrances communes, où l'on confondait l'art de vivre avec l'insensibilité. Avec des finances au bord de l'effondrement, le gouvernement tenta désespérément d'imposer des réformes. Des ministres comme Turgot et Necker proposèrent d'étendre l'impôt à la noblesse et au clergé, mais les privilégiés refusèrent d'abandonner leurs avantages. Les réformes échouèrent l'une après l'autre, et à chaque échec, la défiance populaire grandissait. Le tiers-État, pilier fiscal et productif du pays,
se sentit trahi, pressuré et de plus en plus déterminé à renverser un système qui le saignait. C'est ainsi que la critique économique devint critique morale, et que le langage austère des finances se transforma en langage de justice, de dignité et de droit, donnant à la misère une signification politique qui la rendit explosive. Ce faisceau de facteurs corrosifs détériora l'image de la monarchie. Les murmures d'insatisfaction se muèrent en cris de révolte. Des pamphlets et des journaux circulèrent dans les rues, dénonçant le luxe excessif et la corruption de la cour. Aux yeux du peuple, la famille royale cessa d'apparaître comme protectrice. Elle devint l'adversaire. La confiance qui soutenait jadis l'idée du droit divin du roi s'évapora, remplacée par la conviction que l'autorité sans justice n'était qu'un masque. La France de la fin des années 1780 ressemblait à un baril de poudre. Chaque crise d'approvisionnement, chaque hausse du prix du pain, chaque recul du gouvernement augmentait la pression, et la faim cessait d'être une douleur du ventre pour devenir une indignation consciente. Dans ce climat, la combinaison de la dette, de l'inégalité et de la pénurie ne produisit pas seulement une crise économique. Elle provoqua une crise de légitimité. Le peuple ne voyait plus la monarchie comme une solution, mais comme le problème. La misère quotidienne, la fiscalité injuste et la déconnexion de la cour formaient un triangle d'asphyxie politique. Dès lors, l'inévitable se profila. La faim s'était muée en révolte. L'indifférence perçue de la cour s'était changée en colère populaire. Et cette colère, nourrie chaque jour par l'injustice, allait modifier à jamais le destin de la France, en poussant la nation à chercher dans la loi et la représentation une nouvelle source d'autorité. À mesure que la France s'enfonçait dans les dettes et la disette, Louis XVI, pressé par ses ministres et par la réalité insoutenable des comptes du royaume, fut contraint de convoquer une institution qui ne s'était pas réunie depuis plus de 150 ans, les États généraux. Cette assemblée, composée de représentants des trois ordres de la société, clergé, noblesse et tiers-État, devait trouver des solutions à la crise financière, mais ce qui commença comme une tentative de sauver la monarchie devint la première fissure ouverte dans la structure de l'Ancien Régime, en transférant progressivement la question des impôts vers celle, plus vaste, de la souveraineté. Les États généraux furent convoqués pour le mois de mai 1789 et suscitèrent une vague d'espérance dans tout le pays. Pour le peuple, c'était l'occasion d'être enfin entendu. Chaque paroisse, chaque communauté du tiers-État fut invitée à rédiger des cahiers de doléances, consignations ordonnées de griefs contre l'injustice fiscale, les abus de la noblesse, la faim et l'absence de participation politique. Ces cahiers formèrent une radiographie du mal français, révélant noir sur blanc l'inégalité et le ressentiment qui bouillonnaient sous la surface, et transformant le mécontentement diffus en un programme articulé de revendications. Pourtant, le fonctionnement même des États généraux témoignait de l'injustice. Chacun des trois ordres disposait d'une voix collective. En pratique, le clergé et la noblesse votaient ensemble et l'emportaient sur le tiers-État, pourtant majoritaire dans la population. Dès les premières séances, la friction fut profonde. Les représentants du tiers-État, pour la plupart des avocats, des bourgeois et des hommes instruits, comprirent très vite que, sans réforme, tout resterait inchangé. Ils exigèrent une représentation plus équitable et un vote par tête, afin que chaque député dispose d'une voix individuelle correspondant à la nation réelle. La tension monta à Versailles, tandis que les nobles cherchaient à préserver leurs privilèges et que le clergé défendait son influence, les délégués du tiers-État réclamaient un système juste. Lorsque leurs demandes furent ignorées, ils prirent une décision radicale. En juin 1789, fatigués d'être des figurants, ils se proclamèrent la véritable représentation du peuple français et se déclarèrent Assemblée nationale. Ce geste historique signifiait qu'ils légiféreraient au nom de la nation, défiant directement l'autorité royale et substituant à l'ancienne logique des ordres une logique de citoyenneté qui s'adressait à tous. Le moment qui scella la rupture fut le célèbre serment du jeu de paume, prononcé le 20 juin 1789. Empêchés d'entrer dans la salle où ils se réunissaient d'ordinaire, les députés du tiers-État trouvèrent refuge dans une salle de jeu couverte à proximité. Et là, debout, la main levée, ils jurèrent solennellement de ne pas se séparer avant que la France ne dispose d'une constitution. Ce serment ne fut pas qu'une promesse politique. Il devint un symbole. En cet instant, l'ancienne France commençait à se fissurer,
Et une France nouvelle, encore incertaine mais nourrie d'espérance, venait de naître au regard d'un peuple qui découvrait sa propre puissance. Pendant ce temps, les rues s'animaient. La population de Paris suivait avec ferveur les nouvelles de Versailles. La transformation des États généraux en Assemblée nationale fut saluée comme un acte de courage, et chaque geste des députés du tiers-État renforçait l'idée que le changement était à portée de main. Les journaux et les pamphlets se multiplièrent, racontant cette révolution institutionnelle comme une victoire contre des siècles d'oppression, et reliant l'exigence du pain quotidien à l'exigence de droits politiques, jusqu'alors confisqués par le privilège. Face à ce défi inédit, Louis XVI vacilla. Au lieu d'ouvrir une négociation large, son hésitation renforça les députés frondeurs. Le roi tenta la pression, déploya des troupes pour intimider, ferma des lieux de réunion, mais chaque geste accentua l'image d'un monarque isolé, sourd au souffle nouveau. Son incapacité à comprendre que la France avait changé fit de lui le prisonnier d'événements qui lui échappaient, tandis que l'idée de nation portée par l'Assemblée avançait avec une force que rien ne semblait pouvoir freiner. La naissance de l'Assemblée nationale fut davantage qu'un acte administratif. Ce fut une rupture avec l'ordre d'Ancien Régime. Pour la première fois, une institution affirmait que la souveraineté ne venait ni de Dieu ni du roi, mais de la nation. Ce concept, nourri par les Lumières et attisé par la faim et la misère, transforma la manière dont les Français se percevaient et percevaient leur place dans l'histoire. En remplaçant la hiérarchie des privilèges par le principe de représentation, la France découvrait le chemin d'un nouvel ordre politique fondé sur la loi commune. Beaucoup d'historiens voient dans cet instant le véritable début de la Révolution française. Lorsque les hommes du tiers-État se levèrent dans ce lieu improvisé, ils ne défendirent pas seulement leurs intérêts. Ils ouvrirent la voie à la transformation d'un pays tout entier. À partir de là, la Révolution cessa d'être une possibilité lointaine pour devenir une réalité tangible. L'écho du serment parcourut les rues de Paris et la nation entière se prépara aux secousses à venir, avec la conscience aiguë que la faim, la dette et l'injustice avaient trouvé une réponse politique, l'affirmation de la souveraineté du peuple. Au cœur brûlant de l'été 1789, la France entra dans un état d'ébullition que ni la royauté, ni les plus puissants des nobles ne purent contenir. Les tensions accumulées au fil des années atteignirent leur point de rupture, et l'étincelle qui transforma l'insatisfaction en action directe fut l'épisode appelé à devenir l'un des symboles les plus puissants de la Révolution française, la prise de la Bastille le 14 juillet de cette même année. Cet événement ne fut pas seulement un acte de violence populaire, il marqua le sceau de l'effondrement de l'Ancien Régime et montra au monde entier qu'un peuple résolu pouvait défier une autorité que l'on croyait éternelle. Dans les semaines qui le précédèrent, Paris ressemblait à un chaudron sur le point d'exploser. Les nouvelles de la création de l'Assemblée nationale et du serment du jeu de paume se répandaient rapidement et galvanisaient la population qui y voyait une espérance concrète de transformation. Dans le même temps, la présence de plus en plus ostensible des troupes envoyées par le roi autour de la ville nourrissait la sensation qu'une répression brutale était imminente. La faim accablait les quartiers les plus pauvres, les prix des aliments s'envolaient, et la peur d'un coup porté contre l'Assemblée attisait un climat de tension si dense que chaque rumeur devenait une alarme. C'est dans ce contexte qu'à la date du 11 juillet, Louis XVI prit une décision désastreuse. Il renvoya Jacques Necker, ministre des Finances très populaire, défenseur de réformes perçues comme plus justes. La nouvelle tomba sur Paris comme un éclair. Pour le peuple, ce renvoi était le signe clair que le roi entendait écraser les changements en cours et restaurer par la force un pouvoir absolu à bout de souffle. En réponse, des foules se réunirent sur les places et dans les rues, et en quelques jours, la capitale devint le théâtre d'une véritable insurrection. Les Parisiens savaient que, pour affronter les troupes royales, il leur fallait des armes et de la poudre. Le 13 juillet, des groupes commencèrent à piller des entrepôts et des dépôts à la recherche de fusils et de canons. Le lendemain, le 14 juillet, l'attention se tourna vers un édifice imposant dominant le paysage urbain, la Bastille. Cette forteresse construite au Moyen-Âge servait de prison d'État et symbolisait la tyrannie monarchique, lieu où l'on envoyait des opposants sans jugement. Bien qu'elle ne comptât alors que quelques prisonniers, sa puissance symbolique était immense et suffisait à concentrer sur ses murs toute la colère d'un peuple enfiévré. Au matin de ce jour décisif, des milliers de personnes encerclèrent la forteresse.
D'abord, il y eut des pourparlers. Les insurgés exigèrent que le gouverneur de la Bastille remette les armes et la poudre stockées sur place. Mais, à mesure que les heures passaient, la tension s'épaissit jusqu'à l'étouffement. Aux alentours de midi, des coups de feu éclatèrent, sans que l'on sache avec certitude d'où ils partirent, et ce fut le déclencheur d'un assaut général. Pendant des heures, les Parisiens affrontèrent la garnison. On escalada des murailles, on abattit des portes, on livra un combat chaotique et sanglant. En fin d'après-midi, la résistance du petit détachement retranché dans la Bastille céda. La forteresse tomba, le gouverneur fut capturé, puis exécuté par une foule enragée. La prise de la Bastille produisit un effet immédiat et dévastateur sur la monarchie. Quand la nouvelle parvint à Louis XVI, il n'en saisit pas aussitôt la gravité. Il demanda à un conseiller s'il s'agissait d'une révolte. La réponse, demeurée célèbre, claqua comme un verdict. Non, c'est une révolution. Paris se trouvait désormais entre les mains du peuple, et l'idée même de pouvoir absolu commençait à se désagréger. L'onde de choc parcourut tout le pays. En quelques jours, des soulèvements semblables éclatèrent dans d'autres régions. Des paysans attaquèrent des châteaux, brûlèrent des documents symbolisant des obligations féodales et chassèrent des seigneurs qui incarnaient l'ordre ancien. Ce mouvement, connu sous le nom de Grande Peur, répandit le désordre dans les campagnes et révéla à quel point la colère longtemps contenue s'était muée en action collective. Sur le plan symbolique, la chute de la Bastille devint l'acte de naissance d'une France nouvelle. Il ne s'agissait pas seulement de détruire une prison, mais d'abattre l'idée que le roi pouvait agir sans limite. À compter de ce moment, le peuple se reconnut comme protagoniste de son histoire, et la date du 14 juillet fut érigée en jour de célébration, rappel durable de la lutte pour la liberté et la justice. Plus qu'un épisode militaire, ce fut un cri de courage. Un peuple affamé, mal armé et humilié depuis des siècles montra qu'il refusait désormais d'être spectateur de son destin. À partir de cette journée, l'équilibre des forces bascula. L'ancien régime était mortellement atteint et rien ne pouvait plus arrêter la vague de transformation partie de Paris. Une vague à la dynamique propre, que ni la cour, ni les nobles, ni même les meneurs révolutionnaires ne parviendraient à contrôler entièrement. Après la chute de la Bastille, la Révolution française entra dans une phase nouvelle. Le geste populaire avait dissipé la peur qui maintenait le peuple soumis, et l'Assemblée nationale constituante, née en défi direct au roi, se sentit plus légitime et plus forte que jamais. Pourtant, abattre les murs de pierre de la Bastille n'était qu'un début. Il fallait aussi renverser les murs invisibles qui soutenaient des siècles d'inégalité et d'oppression. C'est ainsi qu'émergea l'un des documents les plus importants de l'histoire humaine, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un texte qui transforma des idées des Lumières en principes universels, aptes à guider non seulement une nation, mais une conception nouvelle de la société tout entière. Le contexte de sa rédaction était explosif. L'été 1789 avait été marqué par la faim, la peur et une vague de violence qui parcourait Paris et l'intérieur du pays. Des paysans prenaient pour cible des propriétés aristocratiques, brûlaient des archives de dettes, chassaient des seigneurs féodaux. Ce moment d'insurrection rurale, connu sous le nom de Grande Peur, convainquit les députés de l'Assemblée nationale qu'il était urgent de proposer un plan clair pour réorganiser la France et offrir à la population une espérance concrète, afin que la Révolution ne soit pas uniquement destruction mais aussi édification. S'inspirer par les Lumières et par les principes proclamés récemment lors de l'indépendance des 13 colonies d'Amérique du Nord, les députés se mirent à rédiger un texte affirmant avec netteté que tous les Français possédaient des droits qu'aucune autorité ne pouvait violer. Le 26 août 1789, après des semaines de débats intenses, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fut adoptée. Cette déclaration se compose de 17 articles qui proclament des valeurs révolutionnaires. Dès le premier article, on lit une affirmation appelée à devenir l'une des phrases marquantes de la Révolution. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Par ces mots, l'Assemblée renversait l'idée de privilèges hérités par la naissance et établissait un principe fondamental, l'égalité de tous devant la loi. Un autre pivot du texte résidait dans la souveraineté populaire. La source de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, et nul individu ni corps ne peut exercer d'autorité qui n'émane expressément d'elle. Autrement dit, le pouvoir ne venait plus de Dieu ni du roi, mais du peuple lui-même.
Ce déplacement conceptuel transforma l'architecture politique de la France et se diffusa comme une idée contagieuse à travers l'Europe, semant partout l'exigence d'une légitimité fondée sur le consentement. La déclaration établissait aussi des libertés que l'on juge aujourd'hui fondamentales et qui alors paraissaient inaccessibles. Liberté d'expression, liberté de la presse, liberté religieuse et droit de propriété. Elle défendait qu'aucun individu ne fût arrêté arbitrairement, que la loi fût la même pour tous et que l'impôt fût juste et proportionné aux ressources de chacun. Ces principes, simples sur le papier, furent un séisme contre des siècles de privilèges. Leur impact ne resta pas confiné au banc de l'Assemblée. Publiée et diffusée, la déclaration tomba entre les mains du peuple et devint rapidement une bannière de la Révolution. Pour les hommes et les femmes plongés dans la misère, ces mots furent un souffle d'espérance. Pour nombre de nobles et d'ecclésiastiques, ils sonnèrent comme l'avertissement clair que le monde qu'ils avaient reconnu touchait à sa fin. Malgré son audace, la déclaration portait des limites. Dans les faits, ces droits avaient été pensés d'abord pour les hommes, laissant en marge les femmes et les personnes réduites en esclavage. Cela susciterait plus tard des critiques et des mouvements exigeant l'extension de ces idéaux. Pourtant, même avec ces lacunes, son héritage s'imposa comme un jalon fondateur. Elle représenta la métamorphose d'idées philosophiques en principes de gouvernement. Avec elle, les Français donnèrent forme à un nouveau concept de citoyenneté, où chacun était égal devant la loi et avait droit à la parole. Le texte franchit les frontières de la France, inspira des peuples sur d'autres continents, et des décennies plus tard, il servit de référence à l'écriture de constitutions modernes et contribua à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quand la nuit tomba sur Paris en ce 26 août de 1789, plus rien n'était comme avant. Pour la première fois dans l'histoire du pays, les droits de l'individu se trouvaient fixés en paroles qu'aucun pouvoir royal ne pouvait effacer. C'était la naissance d'un monde nouveau, un monde encore promis à des luttes, mais qui, à partir de cet instant, n'accepterait plus jamais le silence face à l'injustice, parce que la souveraineté du peuple, l'égalité devant la loi et la liberté de conscience avaient trouvé dans la loi une demeure solide, capable de résister aux tempêtes de l'histoire. Après la prise de la Bastille et l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la France traversa une période de transformation accélérée. Les structures qui avaient soutenu des siècles d'oppression et d'inégalité commencèrent à s'effondrer sous la pression populaire et les décisions de l'Assemblée nationale constituante. L'un des changements les plus profonds se produisit au début du mois d'août 1789, lorsqu'au cours d'une séance historique, les députés décrétèrent la fin des privilèges féodaux. Cet acte, accompli en une seule nuit, représenta la démolition d'un système qui avait maintenu le peuple français dans la servitude pendant des générations. Cette séance entra dans l'histoire sous le nom de Nuit du 4 août. La France vivait des journées intenses. La Grande Peur, vague de violence rurale qui s'était répandue durant l'été, avait montré à la noblesse et au clergé que la situation leur échappait. Dans de nombreuses régions, des châteaux étaient pillés, des titres de propriété brûlés et des seigneurs chassés de leurs terres. Face à ce climat, les députés réunis à Versailles comprirent qu'il fallait agir rapidement pour contenir la fureur populaire. C'est alors que, dans une séance marquée par des discours enflammés, nombre de nobles commencèrent à renoncer volontairement à leurs privilèges séculaires, comme s'ils voulaient sauver l'essentiel en sacrifiant des privilèges devenus insoutenables. Au fil de cette nuit, chaque privilège fut aboli l'un après l'autre. Les droits exclusifs de chasse, les exemptions fiscales, les redevances féodales, les monopoles sur les moulins et les fours communaux disparurent. Les seigneurs perdirent le droit de contraindre les paysans à travailler gratuitement sur leurs terres ou à payer des tributs en échange de protection. Désormais, la France s'engageait sur la voie d'une société où tous les citoyens seraient soumis aux mêmes lois et aux mêmes impôts. Dans l'enthousiasme du moment, le geste fut applaudi comme une victoire éclatante. L'Assemblée déclara la fin du féodalisme et promit de transformer ses décisions en lois effectives. En réalité, leur application ne fut pas immédiate, et dans plusieurs régions, les paysans durent continuer à lutter pour que ces promesses deviennent réalité. Toutefois, la portée symbolique de la nuit du 4 août fut immense. Pour la première fois dans l'histoire française, l'inégalité légale et institutionnelle commençait à être démantelée. Les mois suivants furent marqués par des réformes importantes.
Les droits seigneuriaux furent progressivement supprimés. L'Église perdit une grande part de sa puissance économique et politique, et les charges publiques, autrefois réservées à la noblesse, devinrent en principe accessibles à tout citoyen. Dans le même temps, l'Assemblée avançait dans la création d'un nouvel ordre juridique fondé sur l'idée que la loi devait être la même pour tous. Cette période vit également le début de la nationalisation des biens du clergé. Les propriétés de l'Église furent confisquées et mises à la disposition de l'État, en partie pour répondre à la crise financière qui restait grave. Mais cet acte suscita un conflit profond entre la Révolution et l'Église catholique, éloignant de nombreux religieux qui jusque-là soutenaient les réformes. L'abolition des privilèges ne fut pas seulement une décision législative, elle signifia la rupture avec une mentalité qui, pendant des siècles, avait fondé le pouvoir d'une petite élite. Le peuple français commença à croire qu'il était possible de bâtir un pays plus juste. Ces mesures élevèrent aussi les attentes populaires. Dorénavant, on n'accepterait plus des réformes superficielles. Ce qui paraissait impossible, abattre des siècles de traditions et de privilèges, avait été accompli en une seule nuit. Cependant, ces avancées engendrèrent de nouvelles tensions. La noblesse qui résistait encore au changement devint une ennemie déclarée de la Révolution. Le roi, bien qu'obligé d'accepter les réformes, n'en dissimulait pas l'amertume. La France se transformait rapidement, et cette transformation échappait à tout contrôle. Chaque pas de l'Assemblée ouvrait la voie à de nouvelles exigences, et l'écart entre monarchie et peuple se creusait de plus en plus. La nuit du 4 août fut un tournant décisif. Sous la pression de la faim et de la peur d'un soulèvement encore plus vaste, une structure sociale qui avait duré des siècles s'effondra. L'abolition des privilèges et du féodalisme plaça la Révolution sur une trajectoire sans retour. L'ancien régime n'était plus seulement contesté, il commençait à être démantelé pièce par pièce. Cette décision prépara le terrain pour que la France vive bientôt sa transformation la plus radicale. La naissance d'une monarchie constitutionnelle, puis la chute de la monarchie elle-même. Avec la prise de la Bastille, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la nuit du 4 août, la France entra dans une nouvelle phase, la construction d'un système politique où le pouvoir du roi serait limité par une constitution. L'Assemblée nationale constituante, soutenue par la ferveur populaire, travailla à une nouvelle organisation inspirée de principes modernes, tout en cherchant à concilier tradition et changement. C'était le début d'une expérience inédite pour la France, la monarchie constitutionnelle. Louis XVI, tout en reconnaissant officiellement les réformes, se trouvait de plus en plus mal à l'aise, soumis aux pressions de la cour, de la noblesse et de sa propre famille. L'idée de limiter son autorité et de soumettre ses décisions au contrôle de l'Assemblée lui apparaissait comme une atteinte à l'ordre naturel des choses. Mais la crise économique et la pression populaire ne lui laissèrent aucune alternative à court terme. Sous surveillance constante, il apposa sa signature sur des décrets qui, en réalité, détruisèrent le pouvoir absolu exercé par la monarchie depuis des siècles. En 1791, l'Assemblée acheva la Constitution qui établissait officiellement la monarchie constitutionnelle. Désormais, la France possédait un système où le roi conservait un rôle important dans l'exécutif, mais ses pouvoirs étaient encadrés par un corps législatif élu. Ce nouvel ordre proclamait que la souveraineté ne venait plus du roi, mais de la nation. Toutefois, cette conciliation était fragile dès le départ. Le peuple, surtout les plus pauvres, doutait de la sincérité du roi. Les secteurs conservateurs de l'aristocratie et du clergé, dépouillés de leurs privilèges, conspiraient pour restaurer l'ancien ordre. La figure de Louis XVI devint l'objet d'une hostilité croissante. C'est dans ce climat qu'un épisode dramatique modifia pour toujours la relation entre le roi et son peuple, la fuite de Varennes. En juin 1791, Louis XVI, Marie-Antoinette et leurs enfants tentèrent de s'échapper de Paris déguisés, avec pour objectif la ville de Montmédy, proche de la frontière avec les Pays-Bas autrichiens, aujourd'hui Belgique. Là, ils espéraient rallier des troupes fidèles pour marcher sur la capitale et reprendre le contrôle. Le plan, conçu en secret, échoua. Le convoi royal accumula des retards, attira l'attention, et dans la ville de Varennes, la famille fut reconnue par des habitants. L'alerte se répandit, et des milices populaires interceptèrent la fuite. Le lendemain, humiliés, le roi, la reine et leurs enfants furent escortés de retour à Paris sous le regard sévère d'un peuple qui les voyait désormais comme des traîtres. Cet échec eut des conséquences politiques dévastatrices. La tentative de fuite
détruisit la faible confiance qui subsistait entre le roi et la nation. À partir de ce moment, la monarchie constitutionnelle apparut à beaucoup comme une illusion. Les journaux, pamphlets et clubs populaires exigèrent des mesures plus radicales, dont l'abolition pure et simple de la monarchie. Lorsque la famille royale fut ramenée à Paris, elle fut accueillie dans un silence glacial. Pas d'applaudissements, pas de pardon. Ce silence, plus effrayant que les cris, signifiait que le lien symbolique entre le roi et ses sujets avait été brisé. La fuite de Varennes révéla le manque de loyauté du roi envers les changements et donna aux révolutionnaires la justification pour aller plus loin vers la République. Officiellement, la monarchie constitutionnelle subsistait encore après cet épisode, mais dans les faits, l'autorité royale était ruinée. À partir de là, la Révolution entra dans une phase plus radicale. La méfiance envers le roi se changea en hostilité ouverte. Les rues de Paris, enflammées par les discours des clubs politiques tels que les Jacobins et les Cordeliers, réclamaient justice. La monarchie, longtemps symbole absolu de la France, vivait ses derniers jours, encerclée par des ennemis intérieurs et extérieurs, incapables de maîtriser le cours des événements qui allèrent bientôt emporter le trône. Lorsque la famille royale tenta de fuir et fut ramenée à Paris sous bonne garde, la Révolution française franchit un point de non-retour, car la confiance dans la monarchie était irrémédiablement détruite, et dans les rues, un sentiment mêlé de désillusion et de colère se mit à croître, s'étendant des places aux cafés et aux salons, créant un terrain fertile à l'émergence de forces politiques nouvelles, plus radicales et prêtes à pousser la Révolution au-delà des derniers restes de conciliation. Dans cette atmosphère de ferveur naquirent les clubs politiques, lieux où les idées prenaient corps et où les masses trouvaient une voix. Et parmi eux, les plus influents allaient être les Jacobins, capables d'articuler une volonté populaire inflexible et d'imposer un rythme qui allait transformer la vie politique française en un mouvement continu de pression, de surveillance et d'action. Les clubs politiques furent bien davantage que de simples réunions. Ils devinrent des centres vivants de débats et d'initiatives, surgissant comme des espaces où avocats, journalistes, hommes de lettres et citoyens engagés discutaient de l'avenir du pays et forgeaient des programmes capables de quitter la parole pour entrer dans les faits. Plusieurs clubs coexistaient, chacun représentant des courants distincts, dont les Girondins, plus modérés et favorables à une révolution d'inspiration libérale, et les Jacobins, qui se distinguèrent rapidement comme les plus radicaux, déterminés à mener une transformation profonde et irréversible. Le club des Jacobins se réunissait d'abord dans un couvent de dominicains de la rue Saint-Honoré à Paris, cadre religieux paradoxalement habité par les débats les plus explosifs de la politique contemporaine, où des figures comme Maximilien Robespierre, Georges Danton, Jean-Paul Marat et Camille Desmoulins discutaient le destin de la Révolution, chacun portant une personnalité propre qui, rassemblée aux autres, formait un noyau incandescent au cœur des années les plus intenses de l'histoire de la France. Robespierre, surnommé l'incorruptible, incarna la ligne la plus exigeante, avec une parole calme mais inflexible, soutenue par une foi dans la vertu républicaine et par la volonté de porter la Révolution à ses limites pour préserver ses idéaux contre les menaces intérieures et extérieures. À ses côtés, Danton, plus populaire et charismatique, donnait au mouvement une énergie d'action immédiate, tandis que Marat, journaliste fougueux et intransigeant, utilisait son journal L'Ami du peuple pour dénoncer les ennemis de la Révolution et appeler sans relâche le peuple à la lutte, et que Desmoulins, plume nerveuse et orateur vif, savait transformer l'indignation en mots qui couraient de bouche en bouche. Ces hommes, par leurs discours et leurs textes, enflammèrent l'opinion, convertissant la rumeur en conviction et la conviction en mobilisation. Rapidement, les clubs devinrent des moteurs de mobilisation et des ateliers de décision. Il ne s'agissait pas d'exercices théoriques, mais d'un foyer d'initiative, d'adresse et de campagne qui se diffusait dans les rues de Paris. Chaque séance voyait des citoyens assister avec ardeur, écouter les interventions, puis porter ces paroles vers les foires, les marchés et les tavernes, de sorte que la parole politique circulait comme un courant puissant et que les masses devinrent plus politisées que jamais. Ce radicalisme ne naquit pas du néant. Il fut nourri par les conditions désespérées du peuple et par la perception que, malgré les avancées, les problèmes centraux demeuraient. La faim persistait, les prix restaient élevés, les menaces extérieures s'accumulaient avec l'attitude interventionniste des puissances voisines, notamment Autriche et Prusse, prêtes à intervenir pour restaurer la monarchie.
Ce sentiment d'encerclement renforça l'idée que seules des mesures extrêmes pourraient protéger la Révolution et sauver la souveraineté populaire. Dans ce contexte, la pression de la rue et la rhétorique ardente des Jacobins modelèrent une nouvelle étape du processus révolutionnaire. Les rues devinrent le théâtre de manifestations plus fréquentes. Les drapeaux tricolores flottèrent en une mer de couleurs, et le mot « République » fut crié avec une force croissante, tandis que les séances de l'Assemblée se tenaient sous l'œil de foules exigeant la punition des traîtres, y compris au sein de la famille royale. L'ascension de ces clubs ne radicalisa pas seulement la Révolution, elle transforma la manière de faire de la politique en France. Pour la première fois, l'opinion des masses acquit un poids décisif, et des figures jusque-là ordinaires s'élevèrent au rang de leaders capables de défier nobles et ministres, même si ce nouveau pouvoir s'accompagnait d'un climat de méfiance permanente où chacun risquait d'être accusé d'ennemi de la Révolution, ouvrant la voie à des mesures toujours plus dures. À mesure que les Jacobins prenaient de l'ampleur et organisaient leur influence, il devenait évident que l'avenir de la Révolution ne suivrait pas un chemin tranquille. L'équilibre fragile qui avait permis la monarchie constitutionnelle s'effaçait devant une vague plus radicale. Les rues réclamaient des changements profonds, et les clubs politiques devenaient la caisse de résonance d'un peuple décidé à ne pas reculer devant les menaces intérieures et extérieures, préparant le terrain pour que la Révolution entre dans sa phase la plus dramatique, celle où le mot modération céderait la place au mot action et où le destin du roi, de la noblesse et même des révolutionnaires serait tranché dans la chaleur d'une lutte capable de refaçonner la nation. Lorsque la Révolution abattit les fondations de l'ancien régime, l'onde de choc se fit sentir bien au-delà des frontières, car rois et empereurs d'Europe regardaient avec une inquiétude croissante les événements de Paris, la chute de la Bastille, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puis la fuite manquée du roi firent comprendre aux cours étrangères qu'une transformation durable en France pouvait franchir les frontières et menacer les monarchies du continent, si bien que le conflit cessa d'être strictement interne pour devenir rapidement un affrontement international dans lequel des armées étrangères tentèrent d'écraser le mouvement révolutionnaire et de restaurer l'ordre absolutiste. Au début de 1792, les tensions diplomatiques atteignirent leur paroxysme. Des révolutionnaires, en particulier les plus radicaux à l'Assemblée, défendirent l'idée d'une guerre préventive contre les puissances absolutistes et les Girondins soutinrent qu'un affrontement victorieux consoliderait la Révolution et en répandrait les idéaux, tout en unifiant la France autour d'une cause commune, tandis que les puissances voisines, surtout Autriche et Prusse, se préparaient à intervenir pour protéger Louis XVI et empêcher que l'exemple français ne devienne un modèle dangereux. En avril de 1792, la France déclara la guerre à l'Autriche, inaugurant les guerres révolutionnaires, période où la politique intérieure et la guerre extérieure se confondirent. Les débuts furent marqués par des défaites humiliantes. Des troupes mal entraînées et mal équipées, menées par des officiers parfois loyaux à la couronne, affrontèrent des forces disciplinées et expérimentées, et chaque revers accroissait la sensation de crise, nourrissant la conviction qu'une trahison rampante minait l'effort de guerre. Ces défaites eurent un effet dévastateur sur la popularité du roi, car beaucoup soupçonnèrent Louis XVI et Marie-Antoinette de connivence avec l'ennemi, prêts à livrer des informations dans l'espoir qu'une intervention étrangère restituerait à la couronne son ancienne autorité, soupçon qui devint l'une des causes du naufrage final de la monarchie. En juillet de 1792, la tension monta encore lorsque le duc de Brunswick, commandant des troupes prussiennes, publia un manifeste menaçant de détruire Paris si un mal était fait à la famille royale. Loin d'intimider les Parisiens, ce texte embrasa la population, et la foule vit dans le roi et la reine des symboles de trahison, exigeant une réponse immédiate. Le 10 août de 1792, la tension explosa en un assaut direct contre le palais des Tuileries, où la famille royale se trouvait sous surveillance. Des foules en armes envahirent le palais, affrontèrent la garde dans des combats sanglants, et forcèrent l'Assemblée à suspendre les pouvoirs du roi. Louis XVI et sa famille furent emprisonnés, et la monarchie, dans les faits, cessa d'exister. Avec la chute définitive de la monarchie, la Révolution entra dans une phase nouvelle et plus âpre. En septembre, tandis que couraient des nouvelles de l'avance rapide des forces étrangères vers Paris, un climat d'hystérie et de désespoir donna lieu au massacre de septembre. Des foules envahirent les prisons et tuèrent des centaines de personnes accusées de trahison,
dont de nombreux ecclésiastiques, des nobles et des détenus de droit commun, épisode brutal qui montra jusqu'où la violence populaire était prête à aller pour empêcher l'écrasement de la Révolution. Dans le même mois, l'Assemblée convoqua de nouvelles élections et proclama la République, faisant de la France une république en droit et non plus une monarchie constitutionnelle, transformation qui ne produisit pas la stabilité espérée, mais au contraire inaugura une période plus radicale, où la guerre extérieure et les luttes internes tissèrent un climat propice à des mesures de dureté croissante. La guerre née d'un conflit diplomatique devint une lutte pour la survie. Chaque victoire ou défaite sur les champs de bataille trouvait un écho immédiat dans les rues de Paris et secouait la politique intérieure, et à mesure que grandissait la peur d'une déroute, les dirigeants révolutionnaires se sentirent fondés à adopter des mesures plus sévères. Ce cadre ouvrit la voie à l'ascension de figures comme Robespierre et à la consolidation d'un gouvernement révolutionnaire, décidé à user du terrorisme politique comme instrument de salut public, car à compter de ce moment, la Révolution cessa d'être un mouvement strictement interne pour devenir un conflit européen, une guerre d'idéaux et de survie où le destin de la France et le sens même de la liberté moderne allaient se décider non seulement dans les débats de l'Assemblée, mais aussi sur les champs de bataille, au grondement des canons et à la cadence des marches qui allaient redessiner la carte politique du continent. Avec la guerre qui progressait aux frontières, la radicalisation des rues de Paris et la chute définitive de la monarchie après l'insurrection du 10 août 1792, le destin du roi et de la reine de France était scellé. Louis XVI, jadis symbole du pouvoir absolu, devint prisonnier dans son propre royaume. Le peuple, qui l'avait vénéré durant des siècles, le considérait désormais comme un traître, un obstacle et un danger pour la survie de la Révolution. Dans ce climat de tension extrême, la décision de juger et de condamner le roi devint inévitable. Après son arrestation, Louis XVI fut conduit à la tour du Temple, où il demeura enfermé avec Marie-Antoinette et leurs enfants. Pendant ce temps, la France changeait rapidement. En septembre de 1792, la Convention nationale remplaça l'Assemblée législative et, dans un geste historique, abolit officiellement la monarchie pour proclamer la République. Pour la première fois depuis plus d'un millénaire, la France n'avait plus de roi. Mais pour les révolutionnaires radicaux, il ne suffisait pas d'abolir l'institution, il fallait offrir un exemple au monde, et cet exemple serait le procès du roi lui-même. En décembre, Louis XVI comparut devant la Convention nationale. Les accusations étaient lourdes: conspiration contre la liberté de la nation, trahison et collusion avec des puissances étrangères. Des preuves furent présentées, incluant des documents révélant qu'il entretenait une correspondance secrète avec d'autres monarques. Pour les révolutionnaires, il ne faisait plus de doute que le roi cherchait à restaurer l'absolutisme avec l'aide des forces extérieures. Le procès fut un événement public, suivi avec passion par la population. Girondins et Jacobins s'affrontèrent par discours interposés, mais la conclusion fut claire: le roi était coupable. La question de la sentence fut soumise au vote en janvier 1793. Dans une atmosphère solennelle et dramatique, chaque député prononça son vote à haute voix, conscient de graver son choix dans l'histoire. La majorité se prononça pour la peine capitale. Le 21 janvier 1793, Louis XVI fut conduit à la guillotine sur la place de la Révolution à Paris. Vêtu avec simplicité, il monta calmement les marches de l'échafaud. Avant que la lame ne tombe, il tenta d'adresser quelques mots à la foule, couvert par le roulement des tambours. Un instant plus tard, le bruit sec de la lame retentit. Le roi de France était mort. Sa tête exhibée déclencha un cri de victoire parmi la foule. L'exécution de Louis XVI ne fut pas seulement la mort d'un homme, mais la fin symbolique de la monarchie française et l'annonce au monde entier que la Révolution irait jusqu'au bout. Marie-Antoinette, isolée et haïe, subit le même sort quelques mois plus tard. En octobre 1793, elle fut jugée publiquement, accusée de trahison et de complot, et diffamée par des calomnies qui enflammèrent davantage la haine populaire. Condamnée à mort, elle fut conduite à la guillotine le 16 octobre, vêtue de blanc, dans une charrette simple. Sans faste ni compassion, elle affronta son destin avec dignité, mais la foule resta implacable. La lame tomba, effaçant le dernier vestige de l'ancienne cour de Versailles. Ces exécutions eurent un impact profond. Pour les révolutionnaires, elles représentaient justice et rupture définitive avec le passé.
Pour les monarchies étrangères, elles étaient une provocation intolérable. La mort du roi et de la reine radicalisa la guerre contre la France, renforçant la coalition de puissances déterminées à écraser la Révolution. À l'intérieur, ces exécutions laissèrent un vide de pouvoir rapidement comblé par les groupes les plus radicaux. La République devait désormais se maintenir au milieu de la guerre, de la faim et des complots. Cette combinaison explosive ouvrit la voie à l'un des épisodes les plus intenses et sombres de l'histoire, la Terreur. Le 21 janvier 1793 devint un tournant majeur. À partir de ce jour, la Révolution prit un caractère irréversible, prête à sacrifier tout et tous pour défendre les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, même au prix du sang. Après l'exécution de Louis XVI, la France entra dans une période restée célèbre comme la plus sombre et décisive de la Révolution, le temps de la terreur. La jeune République, encerclée d'ennemis extérieurs et minée par des complots internes, se voyait contrainte de se défendre à tout prix. La peur d'une invasion, la faim, les trahisons et la fragilité du nouveau régime créèrent un climat où la violence devint un outil légitime pour préserver la Révolution. Au centre de ce moment apparut Maximilien Robespierre, avocat d'origine modeste, devenu la voix la plus inflexible de la Révolution. Surnommé l'incorruptible, il croyait que la République ne survivrait qu'en se purifiant de ses ennemis. Cette conviction fit de lui un leader influent du Comité de salut public, organe créé en 1793 par la Convention pour centraliser les décisions politiques et militaires. Le Comité de salut public concentra des pouvoirs presque illimités, organiser la défense, gérer le gouvernement et juger les suspects de trahison. Composé de figures comme Robespierre, Danton et plus tard Saint-Just, il gouverna la France comme un état d'urgence permanent. Sous son autorité fut promulguée la loi des suspects, qui permettait d'arrêter toute personne soupçonnée, même sans preuves solides, d'agir contre la Révolution. Nobles, prêtres, monarchistes et même anciens alliés critiques furent visés. Les prisons se remplirent et la guillotine devint un instrument quotidien. Le tribunal révolutionnaire, chargé de juger ces suspects, fonctionnait avec une rapidité implacable. Les condamnations à mort se multiplièrent et Paris vit des exécutions presque quotidiennes. Parmi les victimes se trouvaient des nobles, des religieux, mais aussi des révolutionnaires modérés comme les Girondins. Même Danton et Desmoulins, qui avaient soutenu le comité, finirent guillotinés lorsqu'ils osèrent critiquer son orientation. La terreur ne resta pas cantonnée à Paris. Dans l'Ouest, en Vendée, les rébellions furent écrasées avec une brutalité extrême, les colonnes républicaines justifiant leur massacre comme nécessaire pour sauver la République. Paradoxalement, cette violence accompagna aussi une réorganisation efficace de l'armée. La levée en masse mobilisa des milliers de citoyens et permit de redresser la situation militaire. Les victoires sur les champs de bataille redonnèrent au souffle à la Révolution, mais renforcèrent aussi la conviction que la répression devait continuer. Pour Robespierre, vertu et terreur étaient indissociables. Dans un discours fameux, il affirma que « la terreur n'est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible ». Entre 1793 et 1794, des milliers de personnes périrent sous la guillotine. Mais à mesure que le comité consolidait son pouvoir, grandissait la peur que personne n'était à l'abri. Un soupçon suffisait pour conduire un homme au tribunal et à la mort. Paris vivait sous une atmosphère étouffante, où les cafés et clubs jadis bruyants de débats se taisaient, remplacés par la méfiance. La terreur atteignit son apogée en 1794, lorsque Robespierre, de plus en plus isolé, fut perçu comme un dictateur. Ironie du sort, la même guillotine qu'il avait utilisée pour éliminer ses ennemis l'attendait. Le 27 juillet, lors de la réaction thermidorienne, lui et ses proches furent arrêtés, et le lendemain, exécutés. Avec sa mort, la terreur prit fin. Malgré son horreur, cette période fut décisive pour assurer la survie de la Révolution à un moment de péril extrême. Elle montra la force d'un peuple prêt à tout pour défendre une nouvelle société, mais révéla aussi le prix terrible d'un pouvoir gouverné par la peur. Les places de Paris restèrent à jamais marquées par l'image de la guillotine, symbole à la fois de justice révolutionnaire et du danger d'un absolutisme qui change seulement de visage. La mort de Robespierre en juillet 1794 marqua la fin abrupte de la période de la Terreur et ouvrit un nouveau chapitre de la Révolution française, car pendant plus d'une année, le pays avait vécu sous un climat de peur constante, avec des arrestations massives,
des jugements expéditifs et des exécutions quotidiennes qui avaient fait de la guillotine un symbole omniprésent sur les places de Paris. Mais, lorsque la lame tomba sur Robespierre et ses alliés, une vague de soulagement et d'espérance parcourut la France sans toutefois apporter la stabilité, inaugurant au contraire une phase pleine d'incertitudes politiques, de crises économiques et de luttes internes que l'on appellerait le Directoire, période où l'on tenta de reconstruire l'État tout en apaisant des plaies à vif et en domptant une société lasse de l'extrême violence. L'effet immédiat de la chute de Robespierre fut ce que les historiens nomment la réaction thermidorienne, car les révolutionnaires ayant survécu au régime du Comité de salut public s'employèrent à démonter les mécanismes qui avaient permis de concentrer tant de pouvoir entre si peu de mains. Les clubs jacobins furent fermés, les tribunaux révolutionnaires perdirent de leur emprise et nombre d'acteurs des persécutions de la terreur furent arrêtés ou exécutés, tandis que la population parisienne, épuisée par la violence, se retournait contre ceux qui avaient gouverné d'une main de fer, substituant à l'atmosphère de frayeur une soif de représailles contre les extrémistes et ouvrant un espace politique où la prudence et la modération semblaient redevenir des vertus. Sur le plan institutionnel, la Convention nationale entama une réorganisation de l'État et en 1795, une nouvelle constitution fut promulguée, créant un régime plus modéré et plus divisé dans l'exercice du pouvoir, puisque le gouvernement fut confié à un collège de 5 membres appelé le Directoire, choisi par le pouvoir législatif, l'idée directrice étant d'éviter qu'un individu ou un petit groupe ne concentre à nouveau une autorité absolue semblable à celle de la terreur, même si, dans la pratique, ce système devait affronter des forces contradictoires qui rendaient l'équilibre précaire. Malgré ces changements, le Directoire se déroula sous le signe de difficultés immenses. Le pays était épuisé, l'économie demeurait frappée par l'inflation, la pénurie alimentaire et les destructions liées aux années de conflit. La monnaie dépréciée rongeait les salaires et plongeait les classes populaires dans le désespoir, tandis qu'à l'extérieur, la guerre se poursuivait contre une coalition de monarchies décidées à abattre la République, de sorte que l'effort militaire consommait des ressources que l'État peinait à réunir, installant une spirale d'austérité, de mécontentement et d'instabilité. À l'intérieur, le Directoire dut affronter une double opposition. D'un côté, les monarchistes, qui guettaient l'occasion de restaurer l'ancien régime au milieu du désordre, et de l'autre, des jacobins et des révolutionnaires radicaux, accusant le nouveau gouvernement de trahir les idéaux de la Révolution et d'abandonner les conquêtes populaires, si bien que cette pression simultanée força le pouvoir à s'appuyer de plus en plus souvent sur l'armée pour se maintenir, militarisant la vie politique et habituant la capitale à voir les baïonnettes garantir la continuité d'un régime qui, sans elle, aurait vacillé. C'est dans ce contexte qu'émergea la figure d'un jeune général, Napoléon Bonaparte, dont l'habileté militaire et les succès dans des campagnes intérieures contre des insurrections monarchistes à Paris firent de lui un nom connu et respecté, plaçant sa personne au centre des espoirs d'une solution musclée à l'instabilité, d'autant que le Directoire, craignant les soulèvements et les complots, voyait en ce chef énergique un rempart utile, quitte à s'exposer au danger de faire grandir un homme dont l'ambition égalait le génie tactique. Le Directoire fut aussi une période où l'influence populaire, si forte durant les premières années de la Révolution, fut contenue, car pour les dirigeants de cette phase, la priorité était de restaurer l'ordre et la stabilité, même au prix d'une restriction de la participation politique des plus pauvres, choix qui suscita un sentiment de trahison chez une partie du peuple voyant s'éloigner ses idéaux d'égalité et de liberté, tandis que la lassitude envers les réquisitions, la cherté et les pénuries alimentaient un mal-être prêt à exploser à la première étincelle. Entre 1795 et 1799, la France vécut sous ce système en tentant d'équilibrer le chaos hérité de la terreur et les défis des guerres extérieures. Mais le Directoire ne parvint jamais à gagner une légitimité pleine, et sa fragilité apparaissait au grand jour, si bien que, peu à peu, le gouvernement finit par dépendre presque exclusivement de l'appui militaire pour conserver son autorité. Déséquilibre qui ouvrit la voie à l'intervention décisive d'un chef de guerre habile et ambitieux, capable de transformer la France pour toujours. Ainsi, le Directoire fut un intervalle entre deux tempêtes. D'un côté, le souffle sanglant de la terreur, de l'autre, l'ascension fulgurante de Napoléon Bonaparte,
qui mettrait un terme définitif à l'instabilité politique. Dans ce court moment, la révolution sembla perdre l'énergie transformatrice de ses débuts pour se réduire à une lutte de survie, mais cette accalmie apparente n'était que le prélude d'une phase nouvelle, appelée à changer le destin de la France et de l'Europe entière. Tandis que le Directoire tentait de maintenir debout un gouvernement vacillant sous les pressions internes et les guerres extérieures, un nom brillait chaque jour davantage. Napoléon Bonaparte, jeune général corse, né en 1769 sur l'île de Corse, fruit du tourbillon révolutionnaire lui-même. Car en quelques années, il passerait de l'obscurité d'un officier méconnu au rang de figure puissante et influente de l'histoire mondiale, symbole d'une société où le talent, et non plus la naissance, ouvrait la porte des sommets. Napoléon grandit au sein d'une famille modeste de la petite noblesse corse, manifesta très tôt une intelligence vive et une ambition sans limite, fut envoyé étudier dans des écoles militaires sur le continent, où il apprit la discipline rigoureuse et l'art de la guerre, et lorsque la Révolution éclata en 1789, il n'était encore qu'un jeune officier, mais ce monde en transformation ouvrit des voies jusqu'alors fermées, car la chute de l'ancienne aristocratie permit à des hommes de mérite de s'élever, et Napoléon fut de ceux-là. Sa première grande occasion vint en 1793, lors du siège de Toulon, tenu par des forces monarchistes appuyées par les Britanniques. Âgé de 24 ans, Napoléon proposa un plan audacieux fondé sur un usage décisif de l'artillerie, plan adopté et appliqué avec un succès éclatant qui lui valut une promotion rapide et l'admiration de dirigeants révolutionnaires désormais attentifs à ce stratège au regard froid. Dans les années suivantes, Napoléon s'imposa comme un chef de génie. En 1795, lorsqu'une insurrection monarchiste menaça Paris, le Directoire l'appela pour défendre la ville et il positionna des canons dans les rues, dispersant les insurgés d'une seule décharge de mitraille, épisode resté célèbre sous le nom de la rafale meurtrière qui sauva le gouvernement et fit de lui un héros national, tandis que les milieux politiques comprenaient qu'il tenait là un glaive capable de trancher les nœuds les plus serrés. Sa consécration advint en 1796, quand il reçut le commandement de l'armée d'Italie, campagne appelée à devenir l'une des plus brillantes de l'histoire militaire, car à la tête de troupes mal équipées et démoralisées, il vainquit les Autrichiens et leurs alliés par une série de manœuvres fulgurantes, jouant de la vitesse, de la surprise et de l'art de diviser pour frapper isolément, redonnant morale aux soldats, gloire à la France et ressources au trésor grâce aux îles, contributions imposées et aux richesses saisies au-delà des Alpes. Fort de ce prestige, Napoléon comprit que son destin ne se limiterait pas au champ de bataille. En 1798, il conduisit une expédition audacieuse en Égypte afin d'affaiblir l'Empire britannique en menaçant la route des Indes, entreprise qui mêla conquête militaire et découverte savante, puisqu'il s'entoura d'érudits étudiant la civilisation égyptienne et découvrant parmi d'autres trésors la célèbre pierre de Rosette, même si, sur le plan militaire, l'aventure tourna à l'amertume lorsque la flotte française fut détruite par la marine britannique lors de la bataille du Nil, coup dur qui, pourtant, n'entama pas durablement sa réputation en France. Pendant que Napoléon affrontait le sable et le soleil d'Orient, la situation intérieure s'aggravait. Le Directoire était de plus en plus impopulaire, accusé de corruption et d'incapacité à résoudre les problèmes pressants du pays, si bien que lorsque le général revint à Paris en 1799, il trouva un gouvernement affaibli et un peuple avide d'un chef fort capable de rétablir l'ordre, situation idéale pour un homme décidé à transformer le prestige militaire en pouvoir politique. Ce fut alors qu'il porta son coup décisif. Le 9 novembre 1799, appelé 18 Brumaire dans le calendrier révolutionnaire, Napoléon conduisit un renversement de régime en dissolvant le Directoire avec l'appui de ses alliés et de l'armée, instituant le consulat, nouveau pouvoir que l'on voulut collégial, mais où il devint très vite le premier d'entre les chefs, concentrant l'autorité entre ses mains et imposant un style de gouvernement qui substituait aux assemblées tumultueuses, un centre stable où la loi et l'épée marchèrent de concert. Avec cet acte, la Révolution entra dans une phase nouvelle, car la scène des délibérations infinies et des rues en convulsion céda la place à un régime centralisé où un seul homme, nourri par les victoires et armé d'une vision d'ordre, se mit à remodeler la France. Et Napoléon Bonaparte cessa d'être seulement un général victorieux
pour devenir le dirigeant d'une nation qui, en moins d'une décennie, avait abattu la monarchie, défié l'Europe et réinventé ses structures, inaugurant une séquence encore plus impressionnante où, d'un pouvoir d'abord présenté comme provisoire, il bâtirait un empire, se couronnerait empereur et redessinerait la carte de l'Europe, tandis que son ascension demeurait l'emblème le plus clair de l'esprit révolutionnaire, celui d'un homme venu d'une île méditerranéenne, élevé par le mérite dans un pays en chaos et devenu la figure dominante d'un continent entier. Le coup d'État du 18 Brumaire de 1799 ne mit pas seulement fin au Directoire. Il inaugura un nouveau régime politique en France, le consulat. Officiellement, le gouvernement devait être conduit par 3 consuls, mais dans les faits, cette architecture fut conçue pour concentrer l'autorité autour d'un seul homme, Napoléon Bonaparte. En endossant le titre de premier consul, Napoléon lança un gouvernement fort, centralisateur et pragmatique qui unissait l'énergie de la Révolution aux méthodes d'une direction autoritaire. Et ce moment marqua la transition d'une France révolutionnaire vers une France napoléonienne, plus organisée, plus ambitieuse, déterminée à convertir le tumulte des années passées en puissance d'État et en grandeur nationale. Le consulat s'attacha à rendre la stabilité à un pays épuisé par la tourmente. Dès les premières années, Napoléon mit en œuvre sa capacité d'administration pour réformer tous les secteurs. Il réorganisa l'ordre juridique en créant le Code civil, qui serait appelé plus tard Code Napoléon, unifiant les lois et consolidant des principes tels que l'égalité devant la loi et la fin des privilèges de naissance. Il réforma l'enseignement, fonda la Banque de France, rétablit une discipline financière, centralisa l'impôt et imposa une administration plus efficace, capable de restaurer l'ordre dans un pays que 10 années d'épreuves avaient laissé exsangue. Dans le domaine religieux, il scella avec l'Église catholique un accord décisif, la Concordat de 1801, qui réconcilia l'État français avec le Saint-Siège, rendit à l'Église une influence spirituelle sans lui restituer le pouvoir politique, pacifiant une querelle ouverte depuis le début de la Révolution, gagnant l'appui de nombreux fidèles tout en maintenant l'autorité du gouvernement. À ces réformes s'ajouta une série de succès militaires qui accrurent sa popularité, et Napoléon sut tirer de chaque victoire une leçon de propagande, transformant les bulletins de l'armée en messages au peuple et bâtissant une image presque mythique d'homme providentiel. Pour beaucoup de Français, il était celui qui avait rétabli l'ordre intérieur, protégé la nation face aux puissances étrangères et rendu à la France un sens renouvelé de fierté, si bien que l'adhésion à son régime prit la forme d'un plébiscite silencieux, fait de soulagement, d'espérance et d'admiration. Le pouvoir de Napoléon grandit rapidement. En 1802, il fut nommé consul à vie, pas supplémentaire vers l'autorité sans partage, et 2 ans plus tard, en 1804, vint l'étape décisive, car Napoléon décida de transformer le consulat en empire. Dans une cérémonie fastueuse célébrée à la cathédrale de Notre-Dame à Paris, il se couronna lui-même empereur, geste hautement symbolique, montrant que son pouvoir ne procédait ni d'un pape ni d'un roi, mais de sa propre force légitimée par la nation, et à ses côtés Joséphine fut couronnée impératrice. Ainsi naquit le Premier Empire, non comme un retour à l'Ancien Régime, mais comme la prétention d'un ordre nouveau où l'autorité centrale se disait au service de la modernisation, de la fin des privilèges de naissance et d'une méritocratie d'État, Napoléon se présentant à la fois comme gardien des conquêtes révolutionnaires et comme monarque moderne capable de conduire la France vers la grandeur. Dans les années qui suivirent, il étendit son pouvoir bien au-delà des frontières, car les réformes intérieures fournirent la base solide d'un projet extérieur ambitieux, la conquête d'une hégémonie européenne. Napoléon réorganisa ses forces, introduisit un système de corps d'armée autonome, capable de marcher séparément et de se concentrer avec une rapidité foudroyante pour frapper au point décisif. Cette souplesse donna à l'armée française une vitesse inédite et la capacité de surprendre des adversaires habitués à des méthodes plus lentes, tandis que l'emploi décisif de l'artillerie et la lecture des terrains devenaient sa signature. La première grande épreuve de sa maîtrise en tant que chef impérial survint en 1805, au cœur de la troisième coalition formée par l'Angleterre, l'Autriche, la Russie et la Suède, tandis que la flotte française subissait un coup terrible à la bataille de Trafalgar et perdait la maîtrise des mers face à la marine britannique, commandée par Horatio Nelson. Napoléon obtenait sur terre une gloire éclatante.
Le 2 décembre 1805, à Austerlitz, dite bataille des Trois Empereurs, il vainquit une armée austro-russe supérieure en nombre, attirant l'ennemi là où il l'attendait grâce à des manœuvres d'une précision géométrique, victoire considérée comme un chef-d'œuvre militaire. Les années suivantes consolidèrent sa réputation. En 1806, il écrasa la Prusse à Jena et Auerstedt, et en 1807, il vainquit la Russie à Friedland, imposant le traité de Tilsit qui scella une alliance temporaire entre la France et la Russie et permit à Napoléon de remodeler la carte du continent en dissolvant le Saint-Empire romain germanique, en créant la Confédération du Rhin, en établissant le Royaume d'Italie et en plaçant parents et fidèles sur les trônes d'Europe, transformant frères et généraux en rois et princes. Sur le plan économique, Napoléon tenta d'abattre la puissance britannique par le blocus continental décrété en 1806, interdisant aux territoires sous influence française de commercer avec l'Angleterre. L'objectif était d'étouffer l'économie ennemie, mais si des difficultés apparurent, le blocus fut contourné par la contrebande et finit par peser aussi sur les économies du continent, révélant les limites d'une guerre commerciale menée à l'échelle de l'Europe. Tout ne fut pas triomphe. À partir de 1808, la résistance espagnole, soutenue par les Britanniques, ouvrit une brèche redoutable sur la péninsule ibérique. La guerre d'Espagne devint un conflit long et coûteux, fait de guérillas et de batailles ardues, premier signe d'usure profonde de l'édifice napoléonien. L'apogée de sa puissance se situa autour de 1810, lorsqu'il contrôlait directement ou indirectement la quasi-totalité de l'Europe continentale, mais son ambition le poussa à commettre l'erreur qui lui serait fatale, l'invasion de la Russie en 1812. Rassemblant une armée colossale, la Grande Armée, il espérait une décision rapide. Les Russes reculèrent en incendiant terres et villes, pratiquant la terre brûlée, si bien que, sans ravitaillement, affrontant un hiver implacable et des attaques incessantes, l'armée française fut décimée. Seule une fraction revint, et ce désastre ruina l'édifice stratégique du Grand Empire. Après la campagne de Russie, la 6e coalition, regroupant la Russie, la Prusse, l'Autriche, l'Angleterre, la Suède et d'autres alliés, lança une offensive implacable. En 1813, Napoléon fut vaincu à Leipzig, dite bataille des nations, l'une des plus vastes de l'histoire jusque-là. En 1814, Paris fut occupé. Napoléon abdiqua et fut exilé sur l'île d'Elbe. Mais l'épopée ne s'acheva pas encore. En 1815, il s'évada d'Elbe, revint en France et fut reçu en héros par une partie de l'armée et du peuple, période appelée les 100 jours, qui se conclut par sa défaite définitive à Waterloo le 18 juin 1815 face aux forces britanniques et prussiennes. Capturé, il fut exilé à l'île de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique Sud, où il passa ses dernières années en isolement jusqu'à sa mort en 1821. Les guerres napoléoniennes modifièrent à jamais le destin de l'Europe. Elles diffusèrent des principes hérités de la Révolution française, égalité devant la loi, fin des privilèges aristocratiques, nouvelle forme de gouvernement, tout en révélant le péril d'un pouvoir concentré entre les mains d'un seul. Napoléon bâtit un empire grandiose et provoqua en même temps des destructions à l'échelle du continent, mais son héritage militaire et politique demeure l'un des plus influents de l'époque moderne, et son ascension, fulgurante et improbable, reste l'exemple saisissant de la manière dont un individu peut infléchir le cours du monde, symbole d'une France qui, partie des décombres de la Révolution, chercha dans l'ordre et l'ambition la voie d'une grandeur nouvelle. Au sommet de sa puissance, après avoir soumis presque toute l'Europe, Napoléon Bonaparte croyait que rien ne pourrait empêcher l'expansion de son empire. Mais en 1812, il commit l'erreur stratégique appelée à devenir fatale pour son ambition et pour l'avenir de la France. L'invasion de la Russie, épisode qui ne fut pas seulement une campagne militaire mal planifiée, mais qui se transforma en une tragédie épique, en un désastre humain et logistique, ruinant à jamais le mythe de l'invincibilité napoléonienne. L'origine de la rupture avec la Russie se liait au blocus continental, imposé par Napoléon en 1806 pour étouffer économiquement l'Angleterre, et la Russie, alliée de la France après le traité de Tilsit, se mit à en violer les règles parce que son économie dépendait fortement du commerce britannique, de sorte que, irrité par cette résistance, Napoléon décida de punir le tsar Alexandre Ier par une invasion à grande échelle. En juin de 1812,
Napoléon rassembla la plus grande armée que l'Europe eût jamais vue. Environ 600 000 hommes de diverses nations sous son commandement, force gigantesque connue sous le nom de Grande Armée, qui franchit le Niémen et entra en territoire russe avec la confiance qu'une victoire rapide forcerait le tsar à se rendre, mais l'empereur Sou estima la stratégie qu'il allait affronter, car les Russes refusèrent les grandes batailles décisives et adoptèrent la tactique de la terre brûlée, reculant sans cesse, détruisant villes, récoltes et dépôts pour ne laisser derrière eux que la faim et la désolation. Lorsque, en septembre, Napoléon atteignit finalement Moscou, la ville était presque vide, et peu après l'arrivée des Français, un immense incendie ravagea la cité, privant l'armée d'abris et de ressources, si bien que, sans ravitaillement, sans renfort, et face à un hiver précoce et impitoyable, Napoléon fut contraint d'ordonner la retraite, et la marche du retour se transforma en cauchemar, le froid extrême tuant hommes et chevaux, les troupes exténuées succombant à la faim, aux maladies et aux attaques incessantes, si bien que des 600 000 soldats du départ, environ 100 000 seulement revinrent, la campagne de Russie devenant le plus grand désastre militaire de la carrière de Napoléon et un coup fatal à son prestige. L'effondrement de la Grande Armée redonna confiance aux puissances ennemies qui formèrent rapidement la 6e coalition, composée de l'Angleterre, de la Russie, de la Prusse, de l'Autriche et d'autres alliés. En 1813, les forces coalisées vainquirent Napoléon à Leipzig, la bataille des nations, l'une des plus vastes de l'histoire jusqu'alors, ouvrant la voie à l'invasion de la France, et en mars de 1814, Paris fut occupé. Devant l'inévitable, Napoléon abdiqua et fut exilé sur l'île d'Elbe, en Méditerranée. L'exil ne fut pourtant pas la fin de l'histoire. En 1815, par un geste audacieux et inattendu, Napoléon s'évada d'Elbe, débarqua en France et fut reçu en héros, les troupes envoyées pour l'arrêter se ralliant à lui durant une marche jalonnée d'adhésion. Cette période, connue comme les 100 jours, lui rendit le pouvoir et ranima les peurs des puissances européennes. Mais la chance ne dura pas, car en juin de 1815, il livra à Waterloo, en Belgique actuelle, sa bataille finale contre les forces britanniques du duc de Wellington et les Prussiens de Blücher, et malgré son génie stratégique, l'usure physique et morale, des erreurs de commandement et la force combinée des Alliés conduisirent à la défaite décisive. Après Waterloo, Napoléon fut capturé et envoyé vers un exil lointain et rigoureux à l'île de Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique Sud. Il y passa ses 6 dernières années sous surveillance constante, à écrire des mémoires et à réfléchir à son destin, jusqu'à sa mort en 1821, probablement à cause de problèmes de santé aggravés par les conditions d'isolement, si bien que l'invasion de la Russie fut l'amorce de la fin, campagne révélant les limites de l'ambition impériale et montrant que même l'homme qui semblait invincible pouvait être vaincu par la nature, par la résistance d'un peuple et par l'union d'ennemis naguère divisés, son déclin n'effaçant pas sa marque dans l'histoire, mais transformant sa figure en une légende faite de gloire et de tragédie. Après la désastreuse campagne de Russie, après la défaite écrasante à Leipzig et l'occupation de Paris en 1814, Napoléon Bonaparte semblait avoir atteint le terme de sa trajectoire politique, ayant abdiqué et étant relégué sur la petite île d'Elbe, où l'on croyait qu'il passerait ses jours loin du pouvoir. Mais l'histoire de Napoléon ne serait pas si simple, car à peine un an plus tard, il prouva au monde qu'il avait encore la force de défier rois et nations, orchestrant un retour spectaculaire qui passerait à la postérité sous le nom des 100 jours. Tandis que Napoléon était à Elbe, la France vivait une période d'incertitude sous la restauration bourbonienne avec Louis XVIII sur le trône, gouvernement impopulaire jugé faible et incapable de résoudre les problèmes du pays, alors même que la population et une partie de l'armée conservaient respect et loyauté pour l'empereur exilé. Conscient de ce contexte, Napoléon décida de tout risquer à nouveau, et le 26 février de 1815, il s'évada d'Elbe sur un petit navire, accompagné d'environ 1000 hommes, débarqua sur la côte méridionale de la France et entama sa marche vers Paris. À mesure qu'il avançait, les soldats envoyés pour le capturer au lieu de l'arrêter se joignaient à lui. L'épisode le plus célèbre de cette progression se produisit lorsqu'en présence d'un détachement chargé de lui barrer la route, Napoléon ouvrit son manteau, montra sa poitrine et déclara « Si quelqu'un veut tuer l'empereur, me voici », et loin de tirer, les soldats l'acclamèrent, si bien que, sans tirer un seul coup de feu,
Napoléon traversa la France et reprit la capitale le 20 mars de 1815, acclamé par des foules qui voyaient en lui le symbole d'une grandeur retrouvée. Ce retour saisit les puissances européennes qui, très vite, formèrent une nouvelle coalition décidée à le vaincre une bonne fois pour toutes. Sachant qu'il avait peu de temps, Napoléon leva une armée à la hâte et lança une campagne audacieuse en Belgique afin d'affronter les Britanniques et les Prussiens avant qu'ils ne joignent leurs forces. La bataille décisive eut lieu le 18 juin de 1815 dans un petit village appelé Waterloo. Napoléon, croyant pouvoir battre isolément les Britanniques, commandés par le duc de Wellington, avant l'arrivée des Prussiens, menés par Blücher. Durant des heures, la lutte fut farouche, marquée par des assauts d'infanterie, des charges de cavalerie et une résistance impressionnante des lignes britanniques, mais le terrain détrempé gêna les mouvements français. L'artillerie ne produisit pas l'effet espéré. Et en fin d'après-midi, l'arrivée opportune des forces prussiennes scella l'issue du combat. La défaite fut totale. L'armée française s'effondra et Napoléon, sans alternative, rentra à Paris, abdiquant le 22 juin, seulement 4 jours plus tard. Et cette fois, il n'y aurait pas de seconde chance, car encerclé par ses ennemis et la réputation brisée, il se livra aux Britanniques dans l'espoir d'un exil plus clément. Mais ceux-ci décidèrent de l'envoyer en un lieu d'où il ne pourrait s'échapper, la lointaine île de Sainte-Hélène, perdue au milieu de l'Atlantique Sud. À Sainte-Hélène, Napoléon vécut ses 6 dernières années sous une garde constante, isolé, sans armée ni pouvoir, se consacrant à l'écriture de ses mémoires et à la méditation sur la gloire et la tragédie de son parcours, jusqu'au 5 mai de 1821, date de sa mort qui le transforma en légende. Waterloo devint synonyme de défaite définitive, fin non seulement de l'empire napoléonien, mais d'une ère où la France avait dominé l'Europe. Après cette bataille, les puissances victorieuses se réunirent au Congrès de Vienne pour redessiner la carte européenne, restaurer des monarchies et établir un équilibre des puissances qui marquerait tout le XIXe siècle. L'épopée des 100 jours montra au monde la force de la personnalité de Napoléon et le magnétisme qu'il exerçait sur ses hommes, son retour inattendu prouvant que, même après la chute, sa figure symbolisait encore la gloire, l'énergie et l'espérance d'une France qu'il avait façonnée, mais Waterloo fut implacable. C'est là que l'étoile de Napoléon s'éteignit définitivement et que naquit un ordre nouveau. Avec la chute définitive de Napoléon en 1815, après la bataille de Waterloo, l'Europe entière se trouva confrontée à la nécessité urgente de réorganiser ses frontières et de restaurer une stabilité totalement détruite par plus de 20 années de guerre révolutionnaire et napoléonienne. Cet immense effort diplomatique fut connu sous le nom de Congrès de Vienne, rencontre monumentale qui se déroula dans la capitale de l'Empire autrichien entre septembre 1814 et juin 1815. Plus qu'un simple traité de paix, le Congrès fut un accord destiné à redéfinir l'avenir du continent, reconstruisant des trônes, redessinant des frontières et cherchant à empêcher qu'une convulsion semblable à la Révolution française ne vienne de nouveau menacer l'ordre établi. Au cœur de ce processus se trouvaient les grandes puissances victorieuses de Napoléon: l'Autriche, la Russie, la Prusse, le Royaume-Uni et ultérieurement la France elle-même, réintégrée aux négociations après la première abdication de l'empereur en 1814. Ces puissances furent représentées par des figures marquantes de la diplomatie européenne. Metternich pour l'Autriche, le tsar Alexandre Ier pour la Russie, Castlereagh puis Wellington pour le Royaume-Uni, Hardenberg pour la Prusse et Talleyrand pour la France. Les objectifs du Congrès étaient clairs: restaurer la monarchie là où elle avait été renversée, contenir les idées révolutionnaires et réorganiser l'équilibre des forces en Europe. Le principe fondamental guidant les négociations était celui de la légitimité, c'est-à-dire le retour du pouvoir aux familles royales détrônées par Napoléon. Ainsi, en France, la couronne fut rendue aux Bourbons sous la figure de Louis XVIII, frère de Louis XVI, exécuté en 1793. Au Portugal, en Espagne et en Italie, les anciennes dynasties furent également rétablies. De plus, le Congrès entreprit de remodeler la carte politique du continent. Les Pays-Bas furent unis à la Belgique pour former le Royaume des Pays-Bas. La neutralité de la Suisse fut garantie. L'Allemagne fut réorganisée en confédération germanique. Et l'Italie, qui avait été unifiée sous domination française durant la période napoléonienne, redevint fragmentée en royaumes et duchés. Tout cela poursuivait un but unique:
éviter qu'une seule nation puisse concentrer un pouvoir suffisant pour menacer les autres, comme l'avait fait la France de Napoléon. Un autre concept majeur qui naquit de cette rencontre fut le concert européen, système dans lequel les grandes puissances s'engageaient à agir ensemble pour maintenir la paix et réprimer les mouvements révolutionnaires ou nationalistes. Cette politique inaugura une période appelée paix de 100 ans en Europe, qui dura jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale, bien qu'elle fût ponctuée de petites guerres régionales. Pour la France, la restauration monarchique signifia le retour des Bourbons, mais dans un contexte très différent de celui d'avant la Révolution. Louis XVIII accepta de gouverner comme monarque constitutionnel, conservant une partie des réformes administratives et juridiques instaurées par Napoléon, comme le Code civil, mais rétablissant la noblesse et tentant de réconcilier une société profondément divisée. Cette restauration ne fut pourtant jamais totale. Les cicatrices de la Révolution restaient profondes et irréversibles. Dans les années qui suivirent immédiatement 1815, la France connut une période d'instabilité. Le peuple, fatigué des guerres, se sentait néanmoins frustré par le retour d'une monarchie associée à l'ancien monde des privilèges. L'influence des idéaux révolutionnaires et la mémoire de Napoléon demeuraient très fortes, créant une tension constante entre conservateurs, libéraux et bonapartistes. Le Congrès de Vienne fut donc un tournant. Il mit fin définitivement à l'ère napoléonienne et inaugura un nouvel équilibre des forces en Europe. Bien qu'il eût rendu les trônes aux rois et restauré des frontières, il ne parvint pas à effacer les idées que la Révolution française avait disséminées sur tout le continent. Le libéralisme, le nationalisme et la conviction en la souveraineté populaire continueraient à croître silencieusement, et dans les décennies suivantes, ces idéaux allaient de nouveau embraser l'Europe dans des vagues de révoltes et de transformations. À ce moment précis, en 1815, l'ancien ordre semblait triompher. La monarchie revenait en France, les rois reprenèrent leur trône, et l'Europe respirait, persuadée d'avoir retrouvé la stabilité. Mais sous la surface, la flamme du changement brûlait encore, attendant le moment opportun pour se rallumer. Lorsque les guillotines furent réduites au silence, que les canons cessèrent de tonner et que Napoléon eut été vaincu définitivement, il resta en Europe et dans le monde quelque chose de bien plus durable que les royaumes et frontières reconstitués au Congrès de Vienne, la transformation profonde des idées. La Révolution française ne se termina ni sur les champs de bataille, ni dans les palais en ruine, car ce qui naquit en ces années-là n'était pas simplement un changement de gouvernement, mais une mutation dans la manière de concevoir la société. Jusqu'en 1789, l'Europe et une grande partie du monde vivaient sous des structures rigides. L'autorité venait d'en haut, rois et empereurs gouvernant par droit divin. La vie des hommes était déterminée par la naissance, et l'inégalité était perçue comme naturelle. La Révolution française brisa ce paradigme. À partir de ce moment, des concepts tels que l'égalité devant la loi, la souveraineté populaire, la liberté d'expression, la laïcité de l'État et la citoyenneté active se répandirent comme une traînée de poudre. Même vaincue militairement en 1815, la France révolutionnaire laissa un héritage qui s'infiltra dans toutes les nations. Les idéaux de liberté et d'égalité inspirèrent les mouvements libéraux et nationalistes dans de nombreuses régions d'Europe au cours du XIXe siècle, en Italie, en Allemagne, en Pologne, en Hongrie et ailleurs. Des peuples gouvernés pendant des siècles par des empires commencèrent à rêver d'indépendance et de participation politique. Hors d'Europe, les conséquences furent tout aussi profondes. En Amérique latine, les idées issues de la Révolution française et de la Révolution américaine inspirèrent des chefs tels que Simón Bolívar et José de San Martín à lutter pour l'indépendance des colonies espagnoles. Dans les siècles suivants, des pays d'Asie et d'Afrique puiseraient aussi dans cet héritage lorsqu'ils commenceraient à contester la domination coloniale. Une autre conséquence de grande portée fut la transformation du rôle de l'État et de la relation entre gouvernants et gouvernés. La Révolution montra qu'un roi n'était pas intouchable et que les institutions pouvaient être remises en cause et transformées par l'action populaire. Cette prise de conscience ébranla le fondement de l'absolutisme et ouvrit la voie à la création de systèmes constitutionnels modernes. Sur le plan social, la Révolution accéléra la fin du féodalisme et de la servitude en France et servit d'exemple pour que d'autres pays reconsidèrent leur propre système de privilèges. Elle ouvrit la voie à l'essor de la bourgeoisie et à de nouvelles formes de mobilité sociale, quoique encore lentes et inégales.
Dans le même temps, des débats sur les droits des femmes, l'abolition de l'esclavage et l'égalité civile commencèrent à prendre de la force, même s'ils restaient éloignés d'une pleine réalisation. Les réformes juridiques instaurées pendant la Révolution et consolidées plus tard dans le Code napoléonien eurent un effet durable. Cet ensemble de lois, exporté vers les territoires conquis et servant de modèle à de nombreux pays, modernisa les systèmes légaux et devint la base des codes civils dans plusieurs régions du monde, établissant des principes comme l'égalité devant la loi, la fin des privilèges de naissance et la propriété comme droit protégé. Politiquement, un nouveau concept prit vie, celui de nation. Avant la Révolution, les sujets étaient loyaux au roi. Après elle, la loyauté se tourna vers la patrie. Cette transformation conceptuelle planta la graine des mouvements nationalistes qui allaient remodeler la carte du XIXe et du XXe siècle. De plus, la Révolution apporta des changements culturels profonds. La notion de citoyenneté active généra une société plus engagée, où la participation politique cessa d'être le privilège exclusif de la noblesse pour concerner une plus large partie de la population. La culture du débat public, des journaux, des pamphlets et de la critique ouverte se consolida et ne disparut jamais plus. Ainsi, même si les rois reprirent place sur leur trône après 1815, rien n'était plus pareil. Les idéaux nés en France avaient traversé frontières, océans et générations. Dans de nombreuses régions, il faudrait des décennies ou des siècles pour qu'ils s'épanouissent pleinement, mais ils étaient déjà là, vivants, comme des semences dispersées par le vent. La Révolution française enseigna au monde qu'aucun ordre n'est éternel, que les puissants peuvent tomber et que les masses, lorsqu'elles s'éveillent, sont capables de changer le cours de l'histoire. Cet impact global ne se mesura pas en victoire militaire, mais en quelque chose de bien plus durable. Une transformation culturelle, sociale et politique qui redéfinit la relation entre gouvernants et gouvernés, remodela la notion de liberté et modifia à jamais la trajectoire des sociétés modernes. Après la tourmente de la Révolution française et le pouvoir centralisé sous Napoléon Bonaparte, l'un des héritages les plus importants et les plus durables de cette période ne fut pas constitué par les batailles, mais par les réformes structurelles qui façonnèrent la France et influencèrent, durant des siècles, des nations à travers le monde. Parmi toutes ces transformations, le Code civil, également appelé Code napoléonien, et les réformes administratives qui l'accompagnèrent, furent les piliers qui consolidèrent la transition d'une société fondée sur les privilèges héréditaires vers un ordre juridique et politique plus rationnel et plus égalitaire. Promulgué en 1804, le Code civil napoléonien fut conçu pour rassembler en un seul corps de loi tout l'édifice juridique de la France. Avant lui, chaque région possédait ses propres règles héritées des coutumes médiévales et des traditions locales, créant un enchevêtrement confus qui entretenait les privilèges de naissance. Le Code unifia ce système et apporta, de manière claire et écrite, des principes fondamentaux qui allaient devenir la base du droit moderne. Parmi ces principes figuraient l'égalité de tous devant la loi, la fin des privilèges de la noblesse, la protection du droit de propriété, la liberté civile, la laïcité de l'État et le renforcement du concept de mérite individuel. Le mariage civil devint obligatoire et des questions telles que l'héritage, les contrats ou les droits individuels furent régis par des normes universelles et non plus par des coutumes locales. Bien qu'il maintint encore des inégalités, comme la restriction des droits des femmes par rapport à ceux des hommes, ce code représenta pour l'époque une avancée gigantesque. Mais l'héritage administratif de Napoléon ne s'arrêta pas au domaine juridique. Il réorganisa la structure politique interne de la France, créant un État centralisé, efficace et méritocratique. Il institua les préfectures et sous-préfectures chargées de l'administration des régions, garantissant que l'autorité du gouvernement central atteignit chaque recoin du territoire français. Cette centralisation contrôlée élimina les vestiges du système féodal et les remplaça par un modèle de gestion moderne. Une autre innovation essentielle fut la création de la Banque de France, qui stabilisa la monnaie, redonna confiance au système financier et facilita la reprise économique après des années de chaos. Parallèlement, Napoléon investit massivement dans les infrastructures. Routes, ponts, canaux et systèmes de poste furent modernisés, rapprochant les régions et dynamisant le commerce intérieur. Sur le plan éducatif, Napoléon créa un système d'école appelé lycée, destiné à la formation technique et administrative. Sa vision était claire:
préparer des citoyens compétents au service de l'État, formant un corps bureaucratique efficace et des professionnels qualifiés pour l'économie. Cette politique contribua à bâtir une génération d'ingénieurs, de juristes et d'officiers prêts à consolider la puissance française. L'impact du Code napoléonien et de ses réformes dépassa largement les frontières de la France. Lors des conquêtes militaires, Napoléon exporta ce modèle administratif dans une grande partie de l'Europe. Et même après sa chute, de nombreux pays conservèrent ces changements. Des États modernes comme l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne et même des régions d'Amérique latine adoptèrent des principes juridiques inspirés de ce code. Dans plusieurs pays, les fondements du droit civil actuel gardent encore la structure née sous Napoléon. Ces transformations créèrent quelque chose de nouveau, un État moderne, dans lequel les lois devinrent claires, écrites et égales pour tous. Le système financier se stabilisa et l'administration se basa sur le mérite plutôt que sur les privilèges héréditaires. Bien qu'elles ne fussent pas encore pleinement démocratiques, ces réformes ouvrirent la voie à des sociétés plus organisées et plus transparentes. L'impact du Code napoléonien sur la modernité est si immense que, plus de 2 siècles après, il reste étudié comme un jalon fondamental de l'histoire juridique mondiale. En remplaçant l'arbitraire et les privilèges par un système de lois rationnelles, il contribua à créer un modèle qui façonna la manière dont les États modernes fonctionnent. En essence, Napoléon peut avoir été vaincu sur le champ de bataille, mais sa plus grande victoire se situe ailleurs. Un héritage administratif et juridique qui transforma la France en exemple d'État moderne et laissa des marques profondes dans la manière dont de nombreux pays allaient désormais concevoir la justice, le gouvernement et la citoyenneté. Lorsque les flammes de la Révolution française s'éteignirent et que la poussière des batailles napoléoniennes retomba, ce qui demeura ne fut pas seulement le souvenir des guillotines, des foules en colère et des marches militaires. Il resta un héritage qui traversa frontières et siècles, la naissance d'une nouvelle façon de penser le pouvoir, la société et l'individu. 3 mots, liberté, égalité et fraternité, résumèrent un idéal qui transforma l'histoire et marqua à jamais le destin de l'Occident. La liberté cessa d'être un privilège réservé à certains pour devenir un droit universel. Avant la Révolution, les sujets vivaient sous des lois variant selon leurs conditions sociales et subissaient le poids des privilèges intouchables du clergé et de la noblesse. En renversant ce système, la Révolution établit que la loi devait être unique, générale, et que chaque individu, indépendamment de sa naissance, devait être maître de lui-même. Cette idée inspira des constitutions, abolit des servitudes et ouvrit la voie à des droits civils fondamentaux qui, aujourd'hui, paraissent naturels, mais qui naquirent alors. L'égalité fut sans doute le principe le plus transformateur. Pour la première fois, un État européen déclara que tous les citoyens devaient être égaux devant la loi. Cela signifia la fin légale des hiérarchies fondées sur le sang et la lignée. Cette égalité juridique, même limitée dans la pratique et pleine de lacunes, changea à jamais la perception de la société. Elle planta l'idée que tout système privilégiant certains et excluant d'autres est injuste et doit être contesté. La fraternité, 3e mot du triptyque révolutionnaire, porta un idéal plus large de solidarité entre les membres d'une nation. Elle ne se limita pas au champ politique, mais devint un symbole d'engagement collectif, rappelant que la construction d'une société libre et égalitaire dépend d'une union dépassant l'intérêt individuel. Ces conquêtes furent cependant chargées de contradictions. La Révolution promit la liberté, mais engendra des périodes de censure et de persécution politique durant la Terreur. Elle proclama l'égalité, mais maintint les femmes et les esclaves en dehors de la sphère des droits pleins. Elle invoqua la fraternité, mais plongea le pays dans des guerres internes et externes qui coûtèrent la vie à des centaines de milliers de personnes. Ces paradoxes n'annulent pas ses acquis, mais rappellent qu'aucun processus historique n'est pur ni linéaire. Une autre contradiction marquante fut la transformation de la lutte contre l'absolutisme en un empire personnel sous Napoléon. Beaucoup de ceux qui avaient cru à la République assistèrent à l'ascension d'un chef charismatique concentrant en lui un pouvoir semblable à celui des rois que la Révolution avait détruits. Cette ambiguïté montre combien idéaux et applications pratiques suivent souvent des chemins divergents. Même avec ses imperfections, l'impact de la Révolution fut irréversible. Elle servit de laboratoire social et politique, testant de nouveaux modèles, détruisant d'anciennes structures
et obligeant l'humanité à repenser l'organisation du pouvoir. Le monde du XIXe et du XXe siècle ne peut être compris sans les idées et transformations issues de Paris entre 1789 et 1799. L'héritage de la Révolution française se répandit dans toutes les parties du globe. Il inspira les indépendances en Amérique latine, renforça les mouvements libéraux et nationalistes en Europe, servit de référence aux réformes politiques en Asie et même aux idéaux de justice sociale qui naîtraient plus tard. Et malgré les bouleversements apportés par l'industrialisation et la modernité, les trois mots, liberté, égalité et fraternité, continuent de résonner comme un rappel que ces principes ne sont pas statiques, mais des objectifs qu'il faut poursuivre continuellement. Ainsi, le grand héritage de la Révolution française est la conviction que le pouvoir n'est pas un don venu des cieux, mais une construction du peuple. Elle montra que le cours de l'histoire peut être modifié lorsque les masses s'éveillent, et que les idées, une fois lancées, ne peuvent de plus être contenues. Même avec ses ombres et ses contradictions, la Révolution inaugura un monde nouveau, un monde où les citoyens commencèrent à se percevoir comme les véritables protagonistes de leur propre destin. Lorsque les guillotines furent démontées, que les canons se turent et que le Congrès de Vienne eut redessiné les frontières du continent, la France et l'Europe n'étaient déjà plus les mêmes. Les décennies de révolution et de guerre napoléonienne avaient transformé en profondeur non seulement la politique et la société, mais aussi la culture, la science et les arts. Cet impact, loin de se limiter aux batailles et aux réformes juridiques, engendra une nouvelle mentalité qui inspira des mouvements intellectuels et artistiques tout au long du XIXe siècle. Sur le plan culturel, la Révolution libéra une puissance créatrice jusque-là contrainte par les limites de l'Ancien Régime. Les idées des Lumières et l'expérience révolutionnaire nourrirent une vision du monde nouvelle, dans laquelle l'individu, la raison et la nation occupaient une place centrale. Le peuple, jadis spectateur, devint protagoniste, et cette perception se refléta dans les formes d'expression culturelle. La littérature, la musique, la peinture et même le théâtre furent traversés par un sentiment inédit, la quête d'identité, de liberté et de participation. Dans les arts, surtout à partir de la période napoléonienne, s'épanouit un style devenu emblématique, le néoclassicisme. Inspiré de l'art et de l'architecture gréco-romain, ce mouvement cherchait à transmettre ordre, discipline et grandeur, qualité chère à Napoléon, qui se voyait comme le continuateur de la tradition impériale. Des artistes comme Jacques-Louis David créèrent des œuvres célébrant à la fois la Révolution et la figure de l'empereur, représentant bataille, serment et symbole du pouvoir, avec une esthétique sobre et monumentale. Après la chute de Napoléon, toutefois, le climat européen évolua, et un autre courant prit de la force, le romantisme. Le romantisme naquit en partie comme une réaction aux frustrations de la politique et de la guerre, apportant un regard plus émotionnel et subjectif. À l'opposé du néoclassicisme, qui exaltait la raison et l'ordre, le romantisme valorisait le sentiment, l'imagination et l'héroïsme individuel. Des écrivains comme Victor Hugo et des poètes tels que Lamartine et Byron puisèrent leur inspiration dans les turbulences de l'époque. La chute des rois, l'ascension et la chute de Napoléon, la lutte des peuples pour la liberté, tout cela devint matière à épopées, poèmes et pièces de théâtre. En musique, des compositeurs comme Beethoven furent également influencés par les idéaux révolutionnaires. Sa troisième symphonie, le Eroica, fut d'abord dédiée à Napoléon comme symbole d'un chef libérateur. Quand l'empereur se couronna lui-même, Beethoven, déçu, retira la dédicace. Mais la musique demeura une célébration du combat héroïque. Dans le domaine scientifique et éducatif, la Révolution et Napoléon donnèrent un élan extraordinaire. La création d'écoles techniques, la standardisation du système de mesures avec le système métrique décimal, la fondation d'institutions comme l'école polytechnique et la restructuration des universités françaises transformèrent le paysage académique. Cette réorganisation de l'enseignement et la valorisation du savoir technique préparèrent le terrain aux avancées industrielles et scientifiques du XIXe siècle. L'expédition d'Égypte, menée par Napoléon en 1798, malgré ses résultats militaires décevants, eut une importance scientifique immense. Elle rassembla des savants qui documentèrent monuments, coutumes et histoire égyptienne, produisant des découvertes capitales, telles la pierre de Rosette,
qui permit de déchiffrer les hiéroglyphes. Cet épisode est considéré comme le point de départ de l'égyptologie moderne. Un autre legs culturel fut la diffusion de la notion de citoyenneté et d'identité nationale. La presse, qui durant la Révolution s'était affirmée comme un instrument de mobilisation politique, devint un canal permanent de diffusion d'idées. Pamphlets, journaux et livres se répandirent et contribuèrent à former un public lecteur avide de débats sociaux et culturels. Avec le temps, même après la restauration de la monarchie, la France demeura un centre d'effervescence culturelle. La mémoire de la Révolution et de Napoléon se transforma en mythe. Des peintres représentaient des batailles, comme Waterloo et Austerlitz. Des écrivains recréaient des épisodes dramatiques, tels que la fuite de Varennes. Des sculpteurs élevaient des monuments célébrant la République et l'Empire. Cette production artistique façonna un imaginaire collectif autour de l'héroïsme, de la liberté et du drame humain. En résumé, la Révolution française et la période napoléonienne ne modifièrent pas seulement les structures politiques. Elles laissèrent une marque indélébile sur les façons de penser et d'exprimer le monde. Des nouvelles institutions scientifiques au romantisme littéraire et musical, de l'expansion de l'enseignement aux grandes œuvres d'art, la société européenne du XIXe siècle fut modelée par l'énergie libératrice et transformatrice née à la fin du XVIIIe siècle. Avec la fin définitive de Napoléon en 1815 et le retour des Bourbons sur le trône de France, le pays sembla, à première vue, revenu à la stabilité de l'Ancien Régime. Mais cette apparence n'était qu'une surface fragile. Sous elle, la société française n'était plus la même. Les décennies de révolution et d'empire avaient reproduit des transformations si profondes que même la restauration de la monarchie ne put les effacer. La France du XIXe siècle s'engagea sur une voie nouvelle, portant dans son tissu social et politique les marques indélébiles de cette période de tempête. Le premier changement, le plus évident, fut la fin de la structure féodale. Jamais plus la société française n'accepterait privilèges héréditaires et obligations serviles comme avant 1789. Même avec le retour de Louis XVIII, les nobles revinrent dans un pays où ils n'étaient plus seigneurs absolus. La terre avait été redistribuée et une nouvelle classe moyenne rurale surgissait, fière de ses petites propriétés acquises durant la Révolution. Ce phénomène créa une base économique plus large et plus stable, l'un des piliers de la modernisation agricole et de la croissance démographique du XIXe siècle. Politiquement, la restauration dut composer avec une réalité. L'absolutisme était mort à jamais. Louis XVIII accepta de gouverner avec une constitution, garantissant des droits fondamentaux et limitant ses pouvoirs. Quoique des réactions conservatrices et des tentatives de rétablir d'anciens privilèges aient existé, l'idée que le pouvoir devait être partagé et régi par des lois devint irréversible. Cet embryon de gouvernement constitutionnel ouvrit la voie aux futures révolutions de 1830 et de 1848 qui finiraient par consolider en France le modèle républicain et parlementaire. Socialement, la France de l'après-révolution devint plus consciente de sa propre identité nationale. Le sentiment d'appartenance à la patrie, né dans la défense de la République et renforcé par les campagnes napoléoniennes, se transforma en un puissant élément culturel. Il ne s'agissait plus de fidélité à un roi, mais à la nation elle-même. Cette idée de citoyenneté active façonna des générations et inspira plus tard des mouvements nationalistes à travers le continent. Sur le plan économique, la Révolution et les réformes napoléoniennes laissèrent un héritage durable. Un système bancaire moderne, une administration publique efficace, des codes juridiques unifiés et un système éducatif formant des citoyens aptes à la vie civile et à des fonctions techniques et administratives. Ces avancées créèrent un terreau fertile pour l'industrialisation qui s'accéléra à partir du milieu du XIXe siècle. L'impact culturel fut tout aussi profond. La France s'affirma comme centre intellectuel de l'Europe, et la mémoire de la Révolution alimenta la production littéraire, artistique et scientifique. Des mouvements comme le romantisme continuèrent d'utiliser la Révolution et l'épopée napoléonienne comme source d'inspiration. Paris devint un phare de modernité, un lieu où idées politiques, philosophiques et artistiques fleurissaient, irradiant leur influence vers d'autres pays. Par ailleurs, les transformations françaises eurent des répercussions à l'échelle mondiale. Au cours du XIXe siècle, des peuples colonisés en divers points du globe s'inspirèrent des idées de liberté, d'égalité
et de souveraineté populaire germés en France. Même lorsqu'ils furent réprimés, ces idéaux continuèrent de germer, influençant lutte d'indépendance, abolitionnisme, mouvement démocratique et plus tard, revendication de droits sociaux. Malgré les guerres et l'instabilité politique, la Révolution française légua un cap au monde contemporain. L'idée que les sociétés ne sont pas immuables, que les systèmes peuvent être transformés par l'action collective et que la justice doit se bâtir sur des principes universels et non sur des privilèges. Ainsi, la France des 19e et 20e siècles, avec ses sommets et ses crises, est l'héritière directe de cette période de tempête. La devise née en 1789, « Liberté, égalité et fraternité », ne quitta plus la scène. Même au cœur des défaites et des reculs, ces mots continuèrent d'échoir, inspirant chaque nouvelle génération à lutter pour un monde plus juste. Le monde où nous vivons aujourd'hui, avec ses concepts de citoyenneté, de droit civil et d'État moderne, porte encore l'ADN de cette France révolutionnaire. Après l'orage, rien ne fut plus pareil, et à bien des égards, nous vivons toujours dans la longue ombre des idées nées à cette époque. La Révolution française fut bien plus qu'un événement politique limité à la France. Elle constitua une ligne de partage dans l'histoire de l'humanité, un séisme qui détruisit des structures séculaires et jeta les bases du monde moderne. En seulement quelques décennies, entre 1789 et 1815, les Français renversèrent un système féodal qui paraissait éternel, défièrent l'autorité des rois, créèrent de nouveaux concepts de citoyenneté et diffusèrent sur le continent et au-delà un ensemble d'idées qui ne purent jamais être effacées. En son cœur, la Révolution apporta un message qui résonne encore aujourd'hui. Le pouvoir n'est pas un droit divin, mais une construction collective, et la société n'est pas condamnée à vivre sous des injustices éternelles. En proclamant liberté, égalité et fraternité, elle donna à l'humanité un langage pour interroger gouvernants et systèmes iniques. Cette triade se transforma en moteur de changements politiques, sociaux et culturels au cours des 2 siècles suivants. L'impact ne fut pas seulement interne. La Révolution provoqua un effet domino dans toute l'Europe et dans les Amériques. Mouvements d'indépendance, réformes constitutionnelles et idéaux de participation populaire s'inspirèrent directement de l'expérience française. En parallèle, Napoléon, issu de ce même mouvement, diffusa par ses conquêtes des réformes administratives, le Code civil et un nouveau modèle d'État qui influencèrent des pays durant des décennies. La modernité politique naquit là. Avant 1789, la loyauté allait au roi. Après, elle se tourna vers la nation. L'idée de citoyenneté active se consolida. Les individus prirent conscience que leur participation avait du poids et qu'il était possible de changer le cours de l'histoire. Cette notion ouvrit la voie à la création d'États laïques, de parlements élus, de systèmes juridiques universels et de sociétés plus ouvertes aux débats publics. Mais la Révolution laissa aussi des leçons sévères. Elle montra comment un processus né au nom de la liberté pouvait être happé par des vagues de violence et de radicalisme. La terreur, les jugements sommaires et les exécutions de masse révélèrent les dangers de l'extrémisme politique et de la concentration du pouvoir, même exercé au nom de grands idéaux. Ces contradictions font partie de l'héritage français et continuent d'être étudiées comme avertissement pour toutes les époques. D'un point de vue social et économique, la Révolution détruisit des barrières qui enfermaient paysans et travailleurs dans un système inégal et figé, en abolissant les privilèges féodaux, en ouvrant le marché foncier et en créant une administration plus rationnelle. Elle donna naissance à une nouvelle société plus dynamique, dans laquelle le mérite commença à compter davantage que la naissance. Sur le plan culturel, elle fit de la France le centre d'un intense flux d'idées. Les débats sur la liberté d'expression, les droits de l'homme et la participation politique ne restèrent pas confinés à Paris. Ils franchirent les frontières, influencèrent écrivains, philosophes et artistes et devinrent l'un des piliers de la pensée moderne. Pour toutes ces raisons, la Révolution française n'est pas seulement un chapitre de l'histoire, c'est un acte fondateur du monde contemporain. Elle montra que le peuple pouvait renverser des institutions considérées comme inébranlables et construire de nouvelles formes d'organisation. Elle prouva que les idées, une fois éveillées, sont plus puissantes que les armées. Et surtout, elle révéla que l'histoire est un processus en mouvement constant, mu par la quête de justice et de dignité. Encore aujourd'hui, plus de 2 siècles après, nous vivons sous l'influence directe des changements initiés en 1789.
Et c'est pourquoi l'on dit qu'après la Révolution française, le monde ne fut jamais plus le même.